Douteux TV1 sur Twitch, une chaîne diffusant du contenu parfois douteux, avec des émissions pour tous. On écoute Douteux TV Passéante. On écoute Douteux TV Passéante. On écoute Douteux TV toute l'année. On écoute Douteux TV toute l'année. Un petit rappel en ce mois de mars que les chutes dans les escaliers, c'est la première source de journée de travail manquée, la première source de visite à l'hôpital. Il faut vraiment faire attention lorsqu'on descend dans les escaliers. Comme vous voyez là, ici, on est assez bien équipé de cet escalier-là. J'en ai une autre ici qui continue. Celle-là est traite, là, je pense que je l'ai déboulée 2-3 fois comme il faut. Il faut vraiment faire attention, là, surtout quand on regarde son téléphone en descendant les marches. Là. Puis, tu sais, vu que moi, je suis très sensibilisé au mois de marche, ben, vous voyez, hein, mes enfants, là, à force de se tenir sur la rampe, ils l'ont arraché, fait que j'ai été obligé de mettre ça renforcé en métal. Et j'ai bien sûr ici, hein, dans mon escalier, ça c'est la relique de l'huméral de Saint Andy Jacques qui a déboulé les escaliers pour nos péchés. Hein. C'est celui qu'on a immortalisé dans la fameuse chanson hein. Andy l'a fait, ne soyez pas Andy. Fait que tout ça pour dire que en ce mois de marche, faire attention dans les escaliers, ça marche. Ça marche. Combat ping-pong, bonjour. Non, il n'y a pas d'enfants en ce moment. Je sais qu'ils sont là! Non, il n'y en a pas. Des fois, il y en a, mais là, il n'y en a vraiment pas. Chez vous, toi? Oui, oui, j'aime l'Internet, surtout le mercredi. Qu'est-ce que tu regardes? Le mercredi sur Douteux TV1. C'est bon, ça? Ben oui, mais hein? Sérieux, tu connais pas ça? Ah, t'écoutes ça où, toi? Sur quelle plateforme? Ah, tu le danses, ça a l'air bon, ton affaire. Sur Twitch. Ah, merci, ben allez voir. Le mercredi, les mercredis et la dindome le jeudi sur la chaîne Douteux TV1 sur Twitch. On s'en va, mon amour? On t'amour. Faire quoi? Manifester. Pour qui? Nos enfants. Et? Nos droits et libertés. Oui, madame! On s'en va en Ottawa! Écoute, c'est pas compliqué. On pogne nos trucks, on monte à Ottawa. Réussiront-ils à renverser Trudeau? Bonsoir, en manchette ce soir, trouvez des solutions. Et vos chroniqueurs ce soir seront Stéphane Plante, Joy, Mike Manta, en house band Nico Lévesque et notre invité Guillaume Bourque en direct du Musée de la Sourde à Montréal. Comme les chances que vous tombiez dans les marches ce mercredi, vous êtes à 70%. Bienvenue à 70%. Tous les lundis soirs, depuis la nuit des temps. Hey, merci bien gros, Nico. Merci tout le monde d'être là. C'est un plaisir de vous retrouver. En ce lundi soir, c'est quoi? C'est notre 927e épisode. Fait que si on en fait un par semaine, ça fait au moins 20 ans, tranquillement, pas vite. On va faire Depuis au moins la nuit des temps. Ouais, j'avoue. Ah, ouais. Let's go all-in, nuit des temps. Merci d'être là. Merci Bruno d'être là. Bruno Corbin, fidèle copilote de l'aventure. On a Guillaume Bourque aussi avec nous. On y reviendra dans quelques instants. On aime ça que nos invités soient au moins un peu mal à l'aise. J'aimerais ça, en commençant l'affaire, vous rappeler que mon mois de fête est commencé. Donc, un gros merci aux personnes qui m'ont déjà envoyé des messages, des cadeaux. Écoutez, c'est vraiment très apprécié. Les festivités culminent, bien entendu, le samedi 21 mars à midi, ici, au Musée de l'Absurde. On a une programmation toute la journée. On va se rappeler le convoi de la Barthé 2022, la plus conséquente et la plus profonde et la plus généreuse
de toutes les jokes de tous les temps sera encore une fois mise à l'honneur ici sur Douteux TV. Tous les dons vont aller à moitié à Elga qui nous a fait le montage. J'ai très, très hâte de la chose. Sinon, on vous rappelle aussi que c'est le mois de mars. Et plusieurs personnes partagent leurs aventures dans les escaliers sur la page Faire attention dans les escaliers. Vous pouvez aller faire j'aime dessus. Donc, vous aimez faire attention dans les escaliers. Peu importe, depuis qu'on a commencé notre campagne de sensibilisation aux méfaits et aux dangers des escaliers, je pense que les statistiques ne se sont pas améliorées. C'est même le contraire. Les escaliers tuent, mesdames et messieurs. Les escaliers blessent. Les escaliers se nourrissent de notre souffrance humaine collective. Et là, on fait ça bon enfant. On dit fais attention dans les escaliers. Mais chaque escalier cache une série d'histoires d'horreur. Littéralement, de gens qui ont souffert, pleuré, des gens qui ont perdu des membres, des gens qui ont brisé des affaires irremplaçables. Donc, en ce mois de mars, s'il vous plaît, mesdames et messieurs, rappelons-nous que faire attention dans les escaliers, ça marche. Moi, pendant le mois de mars, à chaque fois que je croise un escalier, je me place à côté, je fais le salut, puis je joue Taps avec... Voilà. À toutes ces chevilles brisées, à tous ces moments perdus, ces amitiés détruites par la violence et le sanguinaire des escaliers. Puis là, c'est juste des escaliers moyens. Là. Je ne vous parle même pas des escaliers à roulant qui happent des vies sans cesse. Donc, Bruno, toi? Bon, c'est ça, là, j'ai salué des escaliers, moi, cette semaine. C'est une grosse semaine. Mesdames et messieurs, on est super contents de le recevoir au Musée de l'Absurde. Une bonne main d'applaudissements pour notre invité. C'est Guillaume Bourque! Yeah! Est-ce que tu as de la famille connue? Oui, il y a mon petit frère Raymond qui joue au hockey. Non. Il est plus jeune que moi. Puis, quand je changeais ses couches, il était toujours sur la défensive parce que, bon, en tout cas, on avait des jeux, là. Puis, mais non, c'est ça, c'est mon petit frère. C'est ton petit frère? Ouais. Non, c'est une joke. Je pense pas que tu as écrit Madame Bovary non plus. Tu m'avais envoyé ça. Non. Fais attention de garder le micro. On a du matériel. On est tous dans la même pièce. Donc, merci beaucoup d'être là, premièrement, c'est sûr et certain. Écoute, auteur, enseignant, c'est pas mal les deux chapeaux principaux. Si les gens non, j'enseigne plus. Ah non, tu fais ça, c'est la notice de 2000. J'ai arrêté d'enseigner en 2019. OK. Oui. Juste avant la pandémie. OK. Donc, fait que ça, c'est pas ta job d'officier civil? Non, c'est ça. Je gagne ma vie comme officier civil. Je suis responsable de la formation linguistique dans l'aviation royale canadienne. OK. Je vais faire une description détaillée de tout ce que je fais. Non, c'est parce que c'est vraiment passionnant. Je pensais que tu avais les deux chapeaux encore. Mais oui, je serais très content. J'ai pas de chapeau parce que je suis civil. Ouais. Non, mais je parle que tu es encore aussi enseignant au cégep comme en 2019. Non, je fais plus ça. Non, c'est ça. Mais on tourne la page. Mais oui, je suis pas content. Attends un peu. Je veux juste que t'es passé un peu vite là-dessus. Là. Ouais. Civil, pas le droit de chapeau? Pas le droit de chapeau, aucun signe. Pas le droit de chapeau? Non, aucun signe qui donne... Tu portes un chapeau melon, c'est quasiment une religion, là. Ah ouais? Tu sais, pense-y, là. OK. Oui, tu sais, c'est Dupont et Dupont, là. T'es comme, OK, t'es maladroit, t'as la religion de la maladresse. Mais là, mettons, des chapeaux non destinés, une tuque, mettons, ça passe-tu? C'est une sorte de chapeau? Oui, je veux dire, t'as le droit à une exemption si t'es chauve, là. OK. Ouais. Comme toi, t'as plein de cheveux, là. OK, non, t'es chauve. C'est rare quelqu'un qui porte une tuque qui est chauve. Puis y a-tu comme quelqu'un qui mesure le degré de chauvage? Oui, exactement. C'est ça. Il y a comme un test laser que tu passes quand tu rentres à la garnison, puis il check la densité de ta non-pilosité. Ouais. Ah ouais, c'est bon, ça. Ah, j'aime ça. J'aime ça que l'armée soit bon pour avoir des règles qui respectent. Exactement. Ça, c'est le fun. Pertinente, logique, puis exactement. Ouais, ça me rend heureux. Ça me rend heureux de le savoir. Fait que ça a l'air de brasser dans l'armée. Ça brasse sur un moyen temps. Ça brasse dans la formation linguistique. C'est quelque chose, tu sais, c'est sérieux, là. Je veux dire, tu parles-tu français? Tu parles-tu anglais? Non, mais tu sais... Non, mais il y a des guerres. Il y a deux langues. En plus, ils sont officiels. Ouais.
Puis en plus, c'est dans j'ai vu l'aviation royale. Ah, c'est royal. C'est ça. Y a-tu d'autres sortes d'aviation? Ben, il y en a une qui est un peu moins. L'aviation princière, ça, c'est l'aviation de Andrew, tu sais. Puis cette aviation-là, elle s'en allait sur l'île de Epstein. Ah, oui, Puis, oui. mais fait que l'aviation princière est un petit peu plus dans le 13 ans et moins. Mais l'aviation royale, elle se tient pas mal royale. Mais ça, c'est depuis Stephen Harper. Avant ça, c'était juste The Air Force. Là. C'était Ouais. une Là, émission, c'est vrai, Stephen Harper, il y avait une espèce de fétiche bizarre pour une créature qui est maintenant ailleurs. On lui souhaite le mieux. Hein, on lui souhaite le meilleur. Condoléances à sa Lui, il famille. était prof. Ouais, c'est vrai. Hey, oui. Les défis parce que, mettons, on va booker ça ici en commençant. Ouais. As-tu réglé la question? Est-ce que ce sont tes étudiants qui apprennent de toi ou toi qui apprends de tes étudiants? Ben, écoute, ça dépend de quoi, là, de quoi on parle. C'est sûr que moi, quand j'ai arrêté d'enseigner, par exemple, quand j'enseignais le français aux militaires, jusqu'en 2016, on avait un monde en commun. On savait de quoi on parlait. OK? Si je parlais de sitcom ou de culture générale, on savait de quoi. OK, monoculture, genre. C'est ça. Jusqu'à 35 ans, j'étais encore dans le coup. Après 35 ans, tu deviens un peu ringard, puis là, tu apprends tes étudiants parce que tu n'es pas au courant de c'est quoi, tu sais, comme Twitch. Je sais pas, tu sais, je savais pas c'était quoi, moi. Fait que, ils m'ont initié à plein de choses. Donc oui, on apprend de nos étudiants comme on apprend de nos erreurs. Comme eux autres, il y a... OK. OK, c'est un autre parallèle. Fait que là, il y a un moment donné aussi où tu t'es ramassé parce que là, j'aimerais ça, la carrière professionnelle, qu'on la remette en ordre. OK, on va mettre ça en ordre. Parce que... J'étais dans un scout, ils m'ont mis dehors. Après ça, j'ai été plongeur, ils m'ont mis dehors. Ensuite, non. Oui, je t'écoute. Non, parce que... on dirait que quand tu parles d'être enseignant, moi, je parlais au cégep dans le temps. Enseignant, mais au cégep. Là, tu faisais référence à dans l'armée aussi. Oui, moi, je faisais... Et on dirait que quand tu en parlais, ce n'est plus le rôle que tu as. Maintenant, tu es peut-être rendu, je ne sais pas, plus haut gradé qu'enseignant dans l'aviation royale. Je suis le lieutenant général de l'aviation royale canadienne. Je suis commandant adjoint du NORAD. J'ai une grosse réunion aujourd'hui. On protège le territoire. Tu viens d'avoir ça, cette promotion-là, entre la dernière question qu'on t'a posée et maintenant. C'est moi qui avais eu l'idée du détecteur de cheveux. Fait que ça, on dit, Chris, on va lui donner de quoi à ce gars-là. J'ai dit ça fait longtemps qu'on n'a pas eu ce genre. Mais c'était quoi la question? Écoute, c'est-tu vrai que vous monitorez le Père Noël? Oui, c'est ça. On se fait remplir à chaque année. Exactement. C'est ça. C'est vraiment... C'est-tu comme un tracer sur son... Oui, puis il fait toujours des excès de vitesse. Mais il travaille pour l'armée canadienne, pour la Air Force canadienne, parce qu'il est canadien. Il est comme, il y a comme deux nationalités, deux citoyennetés. Oui, c'est ça. Il fait les deux. Il fait le pas entre les deux. Puis c'est ça. Il est vraiment... Mais il est toujours sous. C'est vraiment... Nick, moi je l'appelle Nick, tu comprends? C'est moi le commandant. Nick, il est toujours pété bien raide. Fait que c'est pas évident de dealer avec lui, là, tu sais. Pas toujours là, moi. OK. Mais il est généreux, il est vraiment généreux. C'est un gars généreux. D'avoir des supérieurs généreux, c'est bon. C'est bon. Il souhaite le mieux possible à lui aussi. Parce que là, on s'entend, il y a une passion pour la langue, il y a une passion aussi pour... c'est ça? Ça commence de où, ça? T'as-tu une mère qui était spécialement... Tu veux parler de la langue de ma mère? Je veux parler du langage. Maman? Ta passion pour les lettres. Attends, est-ce que tu veux parler de la langue de ta mère? OK, c'est bon. Non, mais parce qu'on ne veut pas t'en empêcher si tu as envie d'embarquer là-dedans. OK. C'est beaucoup d'impro, hein? Je m'attendais pas à ça. Le type, on va passer... Il a été formé au cégep, en plus. Écoute, je viens d'une famille, mes parents étaient profs de français, donc... la passion, la langue de ma mère. Ouais. Qu'est-ce que vous pensiez, vous autres, tabac? Non. Puis là, tu es allé étudier le français dans une université anglophone. Oui, exactement. J'étais allé à McGill étudier. J'ai fait une maîtrise en langue et littérature française. OK. Fait que c'est ça. Party? Party. Non, parce que moi, j'avais commencé une maîtrise plus jeune, j'ai abandonné ça, puis je suis retourné à 31 ans. Fait qu'à 31 ans, quand le monde autour de toi a 25 ans, tu penses que t'es vieux. Ouais. Fait que tu sais, j'étais comme pas tant que ça party. Je buvais maximum 4 soirs par semaine. Mettons, je me compte 60 bières max, là. Puis je fumais jamais de batte avant mes cours parce que là, tu sais, ça rend un peu distrait. Ça rend un peu distrait. Fait que tu sais, c'était vraiment plus relax. J'étais le seul qui faisait de la coke pour rester straight. T'avais le budget aussi, parce que t'avais été sur le marché du travail. Les grosses études, y a-tu de la pression des parents pour aller finir ça? Si non, tu commences ta maîtrise, puis là, tu laisses ça flotter. Oui, puis là, j'ai été engagé pour faire la job que je fais maintenant, puis ça me tuait. J'aimais pas ça, mais c'était pour l'armée dans ce temps-là, et non pour l'aviation. L'aviation, c'est un environnement beaucoup plus libéral. Je comprends, OK. T'es allé finir pour plus jamais
jamais tes avoir à faire études ça. pour avoir le... OK, je comprends. C'est ça. Fait que l'aviation, c'est plus lousse Ah, ça que a rien à voir. l'arme. Ah, ça a ouais, rien hein? à voir. C'est Ah, des ça a free rien spirits. à voir, il C'est des paraît. free Hey, spirits. j'ai entendu dire que ça avait rien à Ça voir. n'a rien à voir. Je te dis, le monde punch même pas. Non, mais c'est vraiment plus relax. C'est vraiment plus relax. Ouais. OK, c'est ça qui t'a amené là? Ben, il m'engage, moi. Tu sais. Ouais, Ça, c'est un ça. peu de chill. Sûrement aussi que les étudiants dans une école militaire, ils sont un petit peu plus à leurs affaires qu'ailleurs. Oui, ben, Peut-être, quand j'enseignais jusqu'en 2016, j'enseignais à une clientèle du Collège militaire royal qui venait les étés faire de la formation. Moi, j'enseignais juste l'été. OK. Je faisais des contrats comme prof de cinéma au cégep durant l'année, puis je faisais des étés avec les militaires du Collège militaire. Et jusqu'à une certaine époque, jusqu'à 2016, c'était toujours des jeunes qui étaient vraiment allumés, qui connaissaient plein de choses sur plein de sujets variés. Fait que quand tu faisais je faisais des Trivial Pursuit, tu sais, des jeux de tout le monde tu sais, était genre culture 25 heures générale, par c'est semaine, fun. là, ben, il était bon. OK. Il connaissait, il savait c'était quoi les Beatles. C'était rassurant quand même. C'est vrai, c'est vrai. Tu sais. Puis à partir après ça, ça a comme changé. OK, OK, Il savait OK. plus c'était qui des C'est l'affaire de Beatles. l'âge que tu parlais tantôt. Exactement. Puis là, il y a un moment donné, il y a quelque part en 2006, tu as sorti un premier livre, si j'ai bien compris. Oui, un recueil de poésie. Ouais, OK. C'est-tu tes poésies à toi? Oui, oui, c'est ma poésie à moi. J'ai mis mon nom, d'ailleurs, sur le livre. Ouais. Et c'est un sujet très... c'est un sujet très... C'est vraiment drôle. Là. Ça s'appelle « Je deviendrai toujours ce qui reste de moi ». Fait que c'est ça, c'était un sujet assez gay. C'était des jokes. C'était des grosses Non, années, ça allait bien. C'était des petits poèmes très courts, comme quasiment des aphorismes. Ouais. Puis ça veut dire que c'est comme entre le moment que tu es retourné finir ta maîtrise, puis le moment C'est au moment que... où j'ai abandonné ma maîtrise, le gars qui écrit « Je deviendrai toujours ce qui reste de Ouais. moi » était un peu déprimé. Ouais, Tu sais, ouais, il ouais. faisait une petite dépression. T'avais-tu fait qu'il a un lâché sa instrument de maîtrise. musique que tu traînais partout, ce genre d'affaire-là? Non. Une phase emo Non. gothique? Ben, un que briquet, tu- ça fait un peu de la musique. Là. Ouais, tu peux faire ouais. quand même 3 notes différentes. avec un Effectivement, briquet. effectivement. OK, OK. Fait que t'as catharsisé un petit peu une J'ai- période difficile là-dedans. Exactement, j'ai juste écrit de la poésie. Mais C'est ouais. pas pire, pareil, que quelqu'un d'autant volubile, à l'aise de s'exprimer que toi ait eu besoin de comme un événement négatif pour en venir à pondre quelque chose comme ça. en Ah, mais public. vous savez, les clowns, c'est généralement des gens très déprimés, très Tu penses? anxieux. Ouais. Ouais. Ok. Oui, tu es anxieux. Fait que c'est un tic que tu développes quand tu es jeune. Tu prends toi-même l'attention, comme ça, tu n'as pas à subir l'attention qui est mise sur toi. Ah, ouais. Donc, puis c'est une façon de prendre le contrôle d'un environnement en faisant des Absolument, jokes. absolument. Donc, c'est Puis juste peut-être un dans ton mécanisme de environnement de survie. travail, ça t'a aidé à valoriser Comme prof cette de cinéma, manière-là de oui, faire. puis même comme prof de français. C'était vraiment, écoute, c'était summer school, là, mes classes là, avec les militaires, c'était vraiment drôle. là. C'était le film avec Mr. Schwepp. Ouais, là, ouais, ouais. Comment tu es devenu prof de cinéma? Parce que c'est... Ouais, hein. On dirait qu'on parle pas de ça depuis tantôt, Question, mettons. moi. Qui c'est qui est arrivé? Non, mais j'ai fait beaucoup de cours de cinéma. J'avais Parce que si tu, vraiment mettons, une tu mineure. m'avais dit je suis devenu prof de français au cégep, tu sais, je veux dire, OK, tout Oui, fait. c'est ça. Mais là, il y a comme un... Je sais pas. Il y a un petit... Ouais, C'est ça. J'avoue, On n'est j'avoue. pas obligé de nous en parler non plus. Non, là. OK, je vous en parle pas. OK. Non, mais à l'UQAM, on faisait un peu les deux. Tu sais, moi, j'avais l'équivalent d'une mineure en cinéma, fait que ça passait. J'avais fait 30 crédits en cinéma, puis j'avais travaillé pour des profs de cinéma comme assistant de... Plus sur comme l'espèce de notion du cinéma sur la littérature. C'est ça, moi, puis j'étais pas du côté de la production. C'est ça. J'enseignais de l'analyse, l'histoire, puis c'est ça, surtout En l'analyse. arrière puis même l'histoire, de la langage, ouais. lentille. En arrière du gars, en arrière de la lentille. Exactement. La diégèse. La puis, diégèse. ces On affaires-là. parlait de là. diégèse. OK, tu vas OK. être sûr. Ouais. Ça sonne Fait- quasiment comme un nom d'une divinité. Hein? On pourrait Ben faire ouais. une histoire de mythologie, dire C'est vrai, diégèse, c'est c'est le vrai. dieu du récit. Ça fait le Ouais. Diogénos, Ouais, là. c'est là, ça. là. Ouais. Ouais, ouais. C'est plus dionysien. Ouais. Fait que, dans le fond, t'as déjà écrit des scénarios avant ce premier recueil de poésie. J'avais là. écrit des courts-métrages, mais ça n'a jamais été produit. C'est vraiment la production cinématographique, surtout à l'échelle du court-métrage, c'est beaucoup de temps perdu pour solliciter des fonds, gosser des producteurs. Mais, Puis ben ouais. tout le monde est toujours hey, écoute, Guillaume, je suis là-dessus. Hey man, je l'aime, ton projet. Il va le faire, ton projet. Puis t'as pas de nouvelles. C'est vraiment un milieu un peu bullshiteux. Selon mon expérience, je juge pas. C'est bien je de dire, la juge, petite mais touche je ne d'humilité, juge c'est pas. bon, ça. Mais Il n'est c'est- pas fâché, c'est ça que ça veut dire. Non, j'ai trouvé ça. Non, c'est pas. Je perdais C'était trop pas de temps. pour toi, mettons. Quand j'écris des romans, je commence le livre, je finis le livre, c'est moi qui fais tout, je ne dépends de personne, Ouais. j'attends personne. Ben, gars, Guillaume, c'est pas Ouais. mal intéressant. On va revenir à ça, ta Absolument. manière de pondre des livres, d'où ça vient, ce mystérieux intérieur bourque. Est-ce que. Tout le monde en parlait tantôt. Est-ce que tu peux me faire un indicatif, s'il te plaît? Oui. Ici Guillaume Bourque et le 70% podcast est au moins 2 fois plus intéressant que le 35% podcast.
Au moins. Excellent. Est-ce que tu as un chien? Hein? Un chien? Non, j'ai un chat. On s'en crisse. Je suis en de couple ça. avec- Est-ce que tu joues à Magic? Non. 0 en 2. Hey, on va s'en aller vers le reste de l'émission quand même si l'invité collabore pas. C'est pas vrai. C'est pas vrai. Je suis sûr que tu garderais mon chien si je te le demandais. Ben oui. Puis si j'en avais un. Hey, s'il te plaît, Nico, on s'en va vers l'éditorial. Même si je vais pas bien, je suis bien heureux de te voir, Bruno. All right. Ben ouais. C'est qu'il l'a, Nico. Hein? Short, to the point, tout Ouais. le temps à l'aise. Je savais que les nouvelles seraient bonnes, tu sais. Ouais, en général. Ces temps-ci, ça va bien en plus. Là. Fait qu'à date, hein, pour ceux qui suivent pas, notre plan, c'est ça. On fait semblant que tout est correct. Hein? On fait un peu de posture politique pour montrer qu'on n'est pas complètement viré fou, là, mais on laisse quand même les patients runner l'asile. Puis on espère que leur plan évident ne se concrétise pas. Hein? Parce que, hein, à date, pour ceux qui ne suivent pas, leur plan, c'est créer le plus d'agitation et de division possible, fabriquer une crise constitutionnelle constante avec un minimum de répercussions et aucune conséquence pour les criminels responsables, déclencher une guerre illégale et espérer qu'un acte terroriste soit commis en sol américain ou en procédant à une opération false flag, pourquoi pas rendu là, et ainsi déclarer la loi martiale pour empêcher les élections de mi-mandat de procéder, empêcher les procès de se dérouler et éventuellement rester au pouvoir indéfiniment. Je m'en doutais que toutes ces années à me moquer des conspis viendraient me mordre au derrière. Ben, c'est... Donc, hein, on y va de la solution diplomatique. Là. On espère que les choses qui vont arriver n'arriveront pas. On espère que la raison reprendra le dessus de ce pays en déclin total. On espère à la limite hein, que la guerre civile éclate avant la Troisième Guerre mondiale. On espère hein, un espoir qui s'assombrit chaque jour. C'est tout. Donc, y a-t-il une solution, hein, quelque chose de plus actif qu'on pourrait faire? Ben moi, cette semaine, je propose la déstigmatisation du suicide. Écoute. Ah ouais, c'est Corbin accélérationniste. La Terre est surpeuplée. Hein, on fait face à un événement de dépopulation passive de plus en plus imminent. Il n'y a nulle part où aller, aucun pays qui est réellement sécuritaire. Il est impossible de savoir lequel sera être le prochain à être dans la ligne de mire. De quoi désespérer, hein? Tu sais, c'est quoi qu'on dit à un suicidaire qui est sur la saillie d'un gratte-ciel, là? Fais-le pas, t'as tellement de raisons de vivre. Ah ouais? Nomme-en 3, voir. Maintenant? Non. Fait qu'à un moment donné, hein, faut peser le pour et le contre. Un peu. Hein. Si tu n'as plus de raison, si tu as plus de raisons de mourir que de vivre, il y a un calcul à faire à un moment donné. Là, hein. Pour que... Hein, après avoir déstigmatisé la pédophilie, là, tu y vas pour le suicide. Il va rester pour quoi? que ça fonctionne, hein, par contre, j'ai conscience que ça va prendre un changement socioculturel important. Hein. Bon, premièrement, pour les chrétiens et les autres religions qui punissent le suicide par l'éternité en enfer ou quelque chose d'équivalent, hein, donnez des alternatives à vos fidèles. T'sais. Chez les chrétiens, techniquement, le suicide, c'est interdit parce que c'est impossible de se repentir après d'avoir commis ce meurtre-là. Hein. Ben, il y a certainement un loophole exploitable. Là. Il suffit de se repentir entre le moment que tu kicks le tabouret en dessous de toi puis que tu arrives au bout de la corde. Ah! Tu sais? Ça, mettons, là, on se donne une seconde, là, tu le pratiques, là, tu dis désolé, mon Dieu. Ah, une seconde. Ça prend à peu près 5 mètres de corde, pour ceux que ça intéresse. Là. Si tu veux plus de temps, n'importe quelle méthode non instantanée peut fonctionner aussi. Là, on peut me nommer des méthodes de suicide non instantanées. Hein? Ben, c'est ça. Des méthodes de suicide non instantanées. Les bangs. Ouais, c'est ça. Il y en a beaucoup qui se passent dans les salles de bain ou proches des salles de bain. Déjà, on les imagine. Hein? Il y en a qui se passent dans des édifices aussi. Hein? On peut les imaginer aux autres aussi. Ou sur des structures pour traverser entre une île et... en tout cas... Bruno. Bon, deuxièmement, il faut forcer les compagnies d'assurance vie à couvrir le suicide. Hein? On sait que c'est pas vraiment un choix suicider, hein? C'est le résultat d'une détresse psychologique non traitée. Puis on veut pas la couvrir avec notre assurance maladie, cette détresse psychologique-là. Le mieux, la moindre des choses, ce serait de la couvrir avec nos assurances vie à un moment donné. Hein?
Le but, encore une fois, là, c'est de dépopuler pour laisser de la place pour l'élite. Là. Hein? Bon. Ben, c'est vrai que les pauvres, ça prend de la place. Troisièmement, on a un des meilleurs outils pour nous aider dans notre démarche, qui vient d'être développé, l'intelligence artificielle. Elle effrite nos démocraties, le concept même de la vérité. Elle utilise nos ressources naturelles, en plus de nous faire perdre nos jobs. C'est certain qu'il y a de plus en plus de gens qui vont contempler le suicide à cause de l'intelligence artificielle. Elle a même déjà commencé à convaincre du monde de se suicider. Moi, je dis qu'on devrait y aller jusqu'au bout puis l'entraîner pour convaincre le monde à se suicider. Non, mais à un moment donné, il faut arrêter d'être hypocrite aussi, là. Hein? Tu sais, on a un système, on veut dépopuler, on va commencer par les gens qui n'ont pas de job ni de système de support, mais une connexion Internet. Hein? Un dangereux cocktail, si j'en ai déjà vu un. En plus, ils n'ont généralement pas d'assurance vie, ça règle le problème de la question précédente. Puis personne ne va s'ennuyer d'eux. Pourquoi prolonger leur souffrance? L'intelligence artificielle pourrait même les aider à planifier un meilleur loophole pour aller au paradis. Tu mets tout ça là-dedans. Et finalement, avec ce qui se passe en ce moment, on en a parlé, les États-Unis, la réaction diplomatique véhémentement en accord ou tiédassement opposée à l'international, je dirais que le meurtre est pas mal rendu légal, ou du moins déstigmatisé. Hein? Je m'excuse, mais le moins pire meurtre que tu peux commettre, c'est un suicide. Bon. Là, j'en entends chialer, là. Bruno, comment on peut être certain que ça va marcher? C'est pas tester ton idée. Puis la méthode scientifique là-dedans, j'y venais justement. Hein? Je propose un projet pilote en collaboration avec Grok, Desjardins Assurance et l'Archidiocèse de Québec pour cibler spécifiquement la paroisse Saint-Georges de Sartignan, en Beauce. Et à partir de nos résultats, on pourra ensuite réévaluer notre approche. On pourra voir si on étend le projet dans le reste de la Beauce, Chaudière-Appalaches, jusqu'à Lévis, pourquoi pas. Hein? Et aujourd'hui, la Beauce, demain, le monde. C'est drôle, parce que je m'en venais ici tantôt, j'étais dans le métro. Hey, Yannick, t'es-tu encore là? Bouge pas, je vais te donner un exemplaire du roman que j'ai écrit. Il y avait une affiche qui disait idée suicidaire, besoin d'aide. Ouais. J'étais comme Chris, je suis dans le métro, je peux me pousser moi-même. C'est ça? Ben oui. Non, mais. Ah là là, t'as-tu déjà fait de l'impro, joué à Donjons et Dragons? Non. Jamais joué à Donjons et Dragons? On n'a aucune passion en commun, je pense. C'est pas vrai. Les chiens, j'ai pas de On aime ça, les affaires drôles. Tu as déjà bu de la bière? Déjà bu de la bière. Tu as déjà fumé du weed? C'est ça, oui. Les deux, on était à l'université. Cool, les sandwichs, t'es pour ou contre? Je mange pas de pain, là. Ouais, non, je mange pas de pain. Non, je suis comme paléo. Peut-être faudrait que j'essaye ça. Hey, c'est Transformer ou G.I. Joe? J'étais plus Transformer. J'aime les métamorphoses. Tu vois, moi aussi. On est pas mal là, ouais. Ouais. G.I. Joe, c'est pour des C'est qui le meilleur turtle? Hein? C'est lequel le meilleur turtle? Raphaël. Il y en a ceux qui s'appellent Raphaël. Ah, OK, ouais, il n'y a pas de la Donatello aussi. Y a-tu Donatello? Oui, il y a Donatello. Ouais. Bah, tu vois, les deux proche, sont là. Mais il y en a un qui faisait de la peinture. Ouais, ça fait plus... Non, il y en a un qui faisait de la peinture. J'ai pensé au Ninja Turtle récemment, c'est ça le pire, mais c'est pas d'en parler. Hein? J'ai pensé au Ninja Turtle. Mais ça arrête pas, ça, là. Non, ça arrête pas. Dans un timeline, là, Donatello est rendu tellement intelligent qu'il a créé un clone de lui à une époque de son évolution, parce que la mutation continue. Ouais. Le Raphaël est rendu super gros, puis tout. Puis Donatello, il faut. C'est rendu lui, le boss de la fin. Puis là, ben, Donatello reste là parce qu'il a créé un robot qui est une copie de lui. C'est capoté, là. OK. C'est deep. Dans quel canon, ça? Je ne sais pas. Ouais, parce qu'il y a plusieurs canons, j'ai l'impression. Hey, fait qu'on a parlé du cinéma un petit peu. Oui. Tu as été obligé de parler de ça. As-tu des films qui te branchent, mettons? Oui. Cool. Non. Peut-être me faire une liste d'un film qui te fait ergoter. Là, genre, je suis pas dans le cinéma. Je suis beaucoup dans le cinéma de répertoire. Je fais souvent sur Facebook des on commentaires connaît de ça, films. nous autres aussi. Demain, je vais publier un petit commentaire sur le film Valeur sentimentale. Ah, très bon film. C'est très sérieux ce que je fais, par contre. C'est très sérieux. Un film sur le pouvoir réparateur de la fiction, quand même. C'est vraiment un très bon film, à mon sens, à moi. Donc, j'aime beaucoup le cinéma de répertoire, mais j'ai aussi comme eu un trip. Dans les années 90, il y avait quand même tout un truc autour du cinéma indépendant américain. C'était la période de Richard Linklater, c'était Kevin Smith, tout le monde était Clerks. Il y avait quasiment une religion. Pépin Méry. Ouais, hein?
Richard Pépine puis Joseph Non. Méry. Ouais, non, il est allé ailleurs. On Il est est allé ailleurs, ailleurs, là. Ouais, ouais. Là, je te verrais plus c'est avec, je sais explo- pas, John Waters, peut-être. Ouais. C'est ça. Mais c'est ça, c'était les années 90. Fait que mon apprentissage cinématographique s'est fait beaucoup avec le cinéma indépendant américain. Mais il faut bien regarder des films français de temps en temps. Ouais. C'est vrai? non, mais je suis pas fan du cinéma français, vraiment pas. Non, La nouvelle vague, pour moi, c'est un... Ouais. Mais oui, donc je m'adresse à plein de choses dans le cinéma. Ouais, Mais moi, ok. des trucs plus... Tu sais, vous êtes dans le culte, dans des trucs vraiment Ouais. très précis. Je peux pas dire que je vais là. On regarde les deux, là. On regarde les vrais films aussi. Ouais, je sais, les vrais. Les vrais. Les vrais. Oui. Effectivement, mais il n'y a rien qui va battre Deadly Prey jamais. As-tu déjà vu Deadly Prey? Non. 1987. Non. Au Vietnam, il était le meilleur. Il l'est toujours. Ah ouais. Quand la proie devient le prédateur. Ça, c'est le fun. Mettons, si tu penses que Rambo 2, c'est le spécimen holotypique du film américain de guerre du Vietnam, de se réapproprier la guerre du Vietnam, là, tu te trompes. OK. C'est Deadly Prey. Ah, c'est vraiment le top. Bon, écoutez, là, je la mets sur ma liste. Je promets que je Quand Facebook a comme commencé, nous autres, ça faisait une dizaine d'années qu'on faisait ça, même 15 ans. J'ai commencé à Rouyn-Noranda en 95 parce qu'on a écouté RoboFlick 2 après avoir écouté RoboFlick 1. Puis j'ai jamais eu autant de fun de ma vie. Là. J'ai failli mourir. Là. Le premier était tellement niaiseux qu'ils n'ont fait un 2. Là. Fait que ça, on l'a écouté. Puis après ça, le lexique et tout, douteux et le reste, là. Mais écoute, ouais, c'est ça. Ça, c'est du culte, du cinéma culte. Mais c'est ça. Ben, culte, je sais pas. Ah, ben, c'est ça qu'ils appellent. Nous autres, on appelle ça des douteux. Des douteux, c'est ça. Mais le cinéma culte, c'est plus. C'est dans le sens où je pense qu'on regarde beaucoup d'affaires qui ont le potentiel d'être du cinéma culte, mais il y en a beaucoup qui sont. Mettons, Deadly Prey, c'est un film culte. Officiel. C'est ça. Quand on a parti Facebook puis le groupe, on s'est rendu compte que au Brésil, il y avait une page de monde qui tripait sur ce film-là. En Indonésie, le monde tripait sur ce film-là. C'était pan-national. On a parti une pétition, puis c'est devenu Deadly Prey 2. Oui, c'est ça. Ben, en fait, on y a poussé dans le cul, puis il l'a fait. Puis tu sais quoi qu'il a fait David A. Pryor, quand il a fait Deadly Prey 2? Non. Il a repris le scénario du 1, là, puis il l'a refait. Non, c'est pas vrai. Il y a un personnage qui a splitté en 3. Oui. Puis parce que il y en a un qui avait est son acheté sur un frère jumeau. Kickstarter pour... c'est ça. On est Deadly tellement Prey bon. sur ma liste, c'est rentré sur IMDb. J'ai un rapport télépathique avec mon téléphone. Je le fais par télépathie, c'est fait. J'aime ça. Hey, là-dessus, on va s'en aller au prochain chroniqueur, s'il te plaît, mon cher Nico. Moi, je vous laisse un instant. Je vais aller chercher un roman, parce que Yannick Cloutier, qui faisait des Nahur dans mon premier roman, jadis, blablabla, je vais y en donner un exemplaire. Fait que, ouais, parce que j'ai fait une quest de jeu de rôle, puis là, c'est devenu un roman full indépendant, là, comme thème. Hey, on s'en rejase. C'est Stéphane Plante, j'espère que c'est lui, parce qu'il est le plus proche. Ah ouais, on dirait que c'est lui, Stéphane Plante. Je sais pas, je l'ai jamais vu, Stéphane Plante. Ça va être ça. Hey, bonsoir. Hey, bonsoir, Stéphane, ça va? Ben oui, toi, ça va? Hey, Caroline. Bonsoir. Hey, ça fait des mois que je viens ici, je vous parle de rock et tout ça. Mais il y a une chose que j'aurais dû faire avant, c'est de tester un peu vos connaissances en rock. J'ai fait un quiz de Noël avant les fêtes et tout ça, mais là, le rock, j'ai besoin de tester vos connaissances. Et vous allez voir qu'il y a des artistes un peu plus ou moins rock dans le lot. Je vais vous faire des petites questions faciles. Ça va comme suit. Quel est le nom de cette chanteuse canadienne qui a interprété les hits suivants? Skater Boy, Girlfriend, Complicated. Les choix de réponse. A. Marie-Ève Janvier, on ne souffle pas. B. Bruno Mars. C. Avril Lavigne. D. Marie-Mé. E. Le groupe Octobre avec Pierre Flynn. C'est tous des mots. C'est celui qui avait un mois dedans. Ouais, c'est Avril Lavigne. Non. Il y avait 5 mois, en fait. Je trouvais que faire l'année, c'était un peu long. J'ai pas trouvé de groupe avec février. Anyway. Catégorie mort ou vivant. C'est très simple. Je vous nomme une personnalité du rock et vous me dites si elle est décédée ou toujours parmi nous. Elvis Presley, mort ou vivant? Vivant. Bon, OK. Faudrait parler à la personne qui a fait l'autopsie. Non, mais il nous a quittés. Désolé, messieurs, dames. Le 16 août 1977. C'est pas vrai.
Prochain rocker, Jerry Boulet. Vivant. Ben oui, toujours vivant. Voilà, bravo, un point supplémentaire. Kid Rock, mort ou vivant? Mort en dedans. Ben, c'est une question piège ici. Parce que la réponse aurait été différente si la question avait été la carrière de Kid Rock, morte ou vivante. Là, j'aurais accepté morte. Le bassiste de Motley Crue, Nicky Six, mort ou vivant? Wow. Vivant avant l'heure. Moi, je me rappelle, il avait tenu le rôle de Johnny dans Johnny au pénis, les mains de pénis. Là. Ah ouais? Edward Pennisson, c'est ça. J'ai jamais osé dire que je connaissais ce film-là. Parce que, enfin, mon ex travaillait dans un club vidéo. Et non, mais dans le cas de Nicky Six, j'accepte les deux réponses parce que lors d'une overdose en 86, il est mort techniquement 6 minutes. Donc, il est mort et vivant. Il a fait un 6, lui. Oui, c'est ça, un 6. T'as le temps de te repentir pendant 6 En tout cas, son cœur a guéri. Son cœur a guéri. Une overdose. Pas juste son 3 cœur. km de corde, là, tu sais. Question suivante. Le film Springsteen Deliver Me From Nowhere raconte un moment dans la carrière de quel chanteur américain? A. Marc Dupré. B. Frédéric de Grandpré. C. Bruce Springsteen. D. Toutes ses réponses. J'ai tellement envie que ce soit toutes ces réponses. Je peux regarder le film à nouveau, mais je pense que c'est Bruce Springsteen. Question numéro 4. Lequel de ces groupes n'a pas perdu son chanteur? A. Nirvana. B. Soundgarden. C. Stone Temple Pilots. D. Uzeb. Oh! Uzeb. C'est Uzeb, ouais. C'est une question piège, hein? Il n'y a même pas de chanteur. Ah, mon Dieu! C'est ça! On suit dans la même veine, mais pas du tout, en fait. Laquelle de ces formations ne compte pas de frères et sœurs parmi ses membres? A. Oasis. B. Deux frères. C. Les sœurs McGarrigle. D. Les jumeaux Tadros. E. Marc Dupré. J'irais pour eux. Oui! Marc Dupré! Et là, Nathan, j'ai besoin de toi. Il est pas parent avec lui? On va... Presque. On va écouter un bref extrait. C'est un hymne rock des années 80. Et j'ai une question qui va suivre. I wanna rock! Quel est le titre de cette chanson des années 80? Est-ce que c'est A. I Wanna Rock the Twisted Sister. B. Rock Me Amadeus de Falco. C. We Will Rock You the Queen. Ou D. Aucune de ces réponses. Les blues passent plus dans la porte. Oh, mon Dieu. Ah, innovation. Et non, je suis désolé. C'était I Wanna Rock. Droit de réplique. Twisted Sister, je sais. C'était pas facile. Question suivante. Une très bonne affaire en karaoké en français, d'ailleurs. C'est vrai. Je veux une roche. Ouais. Je veux une roche. Je veux deux roches. Wow! Je veux deux roches. Question suivante. Vrai. Le groupe Les Doors, c'est-tu si bon que ça? Je vous laisse débattre avec vous. Il n'y a pas de choix de réponse. C'est même pas une question, vous avez 5 minutes. Non, c'est ça. Moi, Bon, il m'a dit qu'il a écouté tous les albums au complet, là. Puis que c'est bon. Puis d'habitude, quand Bone aime quelque chose, moi, j'aime ça. Je suis devenu poète à cause de Jim Morrison, comme tout le monde avant 1992. Là. Ah ouais, hein? Ben oui. T'aimes tout le monde avant que... Non, mais avant, il y avait un culte. En 1990, les Doors, il y a eu un culte qui a repopulsé. Avec le film d'Oliver Stone. Avec le film d'Oliver Stone. Fait que là, on se mettait à idéaliser ça, une figure de poète maudit, tout ça, version rock'n'roll avec le sac serré. Ouais. Cuir, là, dans le temps que le suicide, c'était cool. Ramenez ça. Wow, je pensais pas. Ben, le suicide, ça a été cool aussi en 2004. Fait que, en 2004? Ben, il y avait des tonnes de déprimés, de emo, pis tout. Ouais, OK. I'm just a kid. Wow, mon Dieu, ça... On te laisse aller. Question mais on avait ouverte. un petit lousse pour débattre d'une affaire. Ben oui, c'était prévu. Tout ça est prévu. Question suivante. Le nom du groupe U2 est construit d'une lettre et d'un chiffre. On veut savoir lesquels. A. B52. B. L7. C. T4. D. U2. Bingo. Ouais. Je sais, c'est pas facile, c'est pas... On va la laisser à Nico, là. Il a l'air d'avoir besoin de ça. Ah, malheureusement, j'ai pas de retour là-dessus. Mais non, c'est U2. C'est U2. Relevé 1, ça aurait sonné un peu poche comme nom de groupe. Ouais. Le relevé 1. Relevé 1. C'est plus que 2. Ouais. Mais c'est U2. Alors, et
Là, j'ai des accessoires, ce qui est assez rare. Mais je veux rendre hommage à mon idole, Guy Mongrain, qui animait le quiz Charivari. Ah! Et là, j'ai pris des noms de bandes, j'ai mélangé les lettres. T'es un peu passé vite là-dessus. Là. Ton idole, Guy Mongrain. Qu'est-ce que tu penses de sa femme, Guylaine Magraine? Oh! Non, mais... Je veux pas aller là. OK, continue. Guy Mongrain. Allez, là, ça regarde. Oh, wow! Non, mais en fait, j'aimais beaucoup Charivari quand j'étais jeune, j'avoue, et je me suis dit, pourquoi ça n'existe plus? Qu'est-ce qu'on peut faire avec ça? Et j'ai mêlé ça avec ma passion du rock. Donc, j'ai mélangé des lettres. Alors, c'est là le gros visuel. Et vous allez deviner le nom du groupe. Ça peut être dans le pop aussi. J'ai mélangé des lettres et vous devinez le nom du groupe. Donc, AABB. OK, quelle bande pourrait former le titre? OK. Ma langue au suédois. C'est... Oui. Désolé, mais c'était ABBA, mesdames et messieurs. C'était ABBA. Les choix de réponse. Le J'essayais nom- de compter dans ma tête. Non, il n'y a pas de choix de réponse. Le nom Rognon était déjà pris. Là, tu sais, en Suède. BBAA. BAAB. On va dans le plus rock maintenant. C'est ACCD avec un éclair. Ah ouais. Ça me dit rien. Pas en tout, pas en tout. ACCD avec pensais à un l'électricité. éclair. Non, je donne Pas ma facile. langue je donne ma langue à Bob Scott. C'était ACDC. Hey, t'as pas vu le reste. Attends, toi. C'était ACDC, mesdames et messieurs. Bravo. Il y a des gens qui l'ont eu, des gens d'Australie qui sont avec nous. Je t'ai passé combien de temps là-dessus? Ah, je ne veux pas parler en jour, mais pas loin. Le prochain, alors, c'est un autre groupe. Encore les lettres mélangées. C'est OPTZZ. Oh, shit. Hein? Ah ouais. Je pense que je le sais. Ouais, moi aussi, je pense que je l'ai trouvé. Ouais. C'est, moi, je dirais ZZ Top. c'est ZZ Top. J'aurais accepté Sale Barbe aussi. Mais bon. La prochaine, petit tour de magie. Attendez. OK, alors, le prochain groupe aux lettres mélangées, qu'est-ce que c'est? Quelle ligne tu veux que je te dise? Excusez-moi, c'est mon erreur. J'accepte toutes les réponses, sauf Ray Charles, bien sûr. Mon Dieu. On discrimine. Il m'en reste combien de ça? Il en reste pas beaucoup, inquiétez-vous pas. Devine le nom du groupe ici. Je sais même pas où mettre le dessin. Ben, c'est Coldplay, voyons, Chris. Il n'y a pas d'autre bande, franchement. J'ai-tu fini, moi, là? Non. Je pense qu'il m'en reste quelques-uns. Ah oui, je pense que je vais y aller avec le rock québécois. J'ai mélangé les lettres d'un nom de groupe québécois. C'est pas grave, ça tombe. Alors, quel est ce groupe québécois dont j'ai mélangé les lettres? Ouais, Les. Ouais, il manque. C'est les. Il manque 3 Le groupe lettres. Les, là. Les... Ouais, c'est le Les groupe bébés. Les bébés, bravo! Wow! Comme dans Brigitte Bardot. Et un autre artiste québécois dont j'ai mélangé les lettres. On peut lire ici. Alain Souchon. Non, c'est Éric Lapointe. Bien sûr. Et là, en terminant... Je suis allé là. Ben, en tout cas, j'aurais pu aller plus loin. En terminant... Et là, le rock international, on sort du Québec un peu. De quel groupe il s'agit? J'ai mélangé les lettres, encore une fois. Donc, c'est HSLD. La tournée T'as dit à l'international. À l'international. Tabarnouche, je sais pas, Rolling Stone. Ben voilà, bravo! Yes! J'aime ça. Celle-là, j'espérais que quelqu'un la trouvait. Hey, merci beaucoup. Donc, c'est tout pour moi. Hey, merci. Première fois que j'amène des accessoires et je me laisse traîner partout, mesdames et messieurs. Hey, merci Stéphane Nathan. Plante. Merci pour I Hey, on Wanna vous invite Rock. à le suivre sur Facebook. Merci bien gros, Stéphane. T'as fait des champions aujourd'hui. Là. Nico, il a le sourire radieux. Il y avait besoin de ça aujourd'hui. Yes! Hey, Guillaume, Salut. oui. J'aimerais ça qu'on parle un petit peu du processus créatif menant à l'écriture d'un roman, parce que tantôt, il y a eu comme une dépression, là, comme ça, appelons ça comme ça. Et puis là, après ça, il y a eu Jérôme Borromé en 2013. Ta première fiction. Ça se déroule à Boucherville. Tu trouves pas qu'il y a trop d'histoires qui se passent à Boucherville? Je trouve que Boucherville est un centre névralgique de la littérature. Puis c'est important que ce soit comme ça. C'est quand même une population de 40 000 personnes, 40 000 âmes.
Oui, c'est un centre névralgique de la littérature. Je veux dire, ils ont l'intention de déménager les bureaux du Nobel à Boucherville. À Boucherville. Ça sonne bien, puis il y a une rue qui s'appelle Nobel à Boucherville. Fait il y a déjà, un il y a des aménagement moves d'une qui se certaine font. façon. Ouais. Puis c'est quoi qui t'a amené à avoir envie d'écrire cette histoire-là? Moi, j'ai checké sur... vous allez voir, je partage les liens dans la description du show sur ma librairie. J'ai checké la description, ça a l'air d'être une famille un petit peu particulière, puis à rejoindre ta thématique de tantôt avec le film, là, le pouvoir thérapeutique de la fiction, mais version avec du monde, puis de la hiérarchie, puis avoir des cases dans lesquelles on se sent à l'aise, puis là, ce pouvoir sale. Oui, ben c'est quand même une critique du monde productiviste. Là. Je veux dire, Jérôme Boromé, c'est un personnage qui a des grandes ambitions, qui a peut-être les moyens de ses ambitions, mais qui se retrouve devant de nombreux obstacles, comme à peu près tout le monde. Mais il est dans un rapport très productiviste, il est dans un rapport... il veut s'illustrer, tout ça. Il y a quelque chose une quête qui est un peu égotique, narcissique là-dedans. Et le background, là où la Boucherville, dans la famille, il y a d'un côté une mère qui est portée sur les aspects plus ésotériques et un père, je me souviens plus de ce que j'ai. Mais le père est plutôt littéraire parce qu'il est inspiré de mon père, donc c'est un littéraire. Ouais. Est-ce que le gars aussi performatif puis tout, c'est inspiré de Guillaume Bourque? Ben, dans une certaine mesure, oui. Je pense que j'ai comme... si je dois avoir les deux... Tu sais, si on prend là, les deux figures mythologiques, là, on prend Apollon, Dionysos. L'un est plus le straight qui fait ses trucs, qui est discipliné, ordonné. Dionysos, c'est le party. Je suis les deux. Donc, c'est ça, c'est un peu particulier parce que c'est comme un split personality. C'est une personnalité divisée. Okay. Je suis à la fois quelqu'un de très rigoureux, très organisé. Je fais du sport, je Dans fais du yoga, l'armée. je travaille pour l'armée. Ça convient à ma personnalité. Ouais, c'est étonnant, ouais. mais je suis comme ça. Mais j'ai un côté très dionysiaque aussi. Et puis là, ça, c'est la fête, c'est le party. À découvrir, ben oui, t'as même Donc, amené Jérôme de la Boromé bière. est un peu dans ces tensions-là lui-même. Okay. C'est un roman qui est narré à la deuxième personne du singulier. Jérôme parle de lui-même comme à un autre. Donc, c'est une adresse qui est auto-réflexive. Et puis ça crée quand même un ton qui sonne un peu comme s'il se livrait lui-même à un procès. Ouais, OK. Une espèce d'introspection sur le papier Oui. comme ça. Ça t'est venu d'où cette espèce de pulsion-là d'écrire ce livre-là? En fait, j'écrivais de la poésie durant toute ma vingtaine. Puis à la fin de ma vingtaine, je commence à écrire de la nouvelle. Et puis j'écris... Au départ, le premier chapitre de Jérôme Boromé était une nouvelle. Et à partir de là, je me suis dit, non, il y a plus qu'une nouvelle là-dedans. Il faut que je suive le filon. Et c'est la première nouvelle que tu écrivais qui t'a Non, c'était pas la donné première. ce J'avais déjà feeling-là. même publié Mais des qui t'a nouvelles. donné ce feeling-là là, il faut que je Là, celle-là, je me dis, OK, là, je viens de passer dans autre chose. Je viens de trouver une voix, un ton qui est vraiment le mien. Et qui est vraiment ma voix. Et puis là, je dis, OK, on va en faire d'autres. Et au départ, c'était comme un recueil de nouvelles sur le thème d'amitié. Donc, j'explorais chacune des grandes amitiés de ma vie. Et puis, à la fin, je me disais, ouais, il suffit juste que je rappe ça dans le dernier chapitre de cette manière-là. Et là, ça devient un roman. Et comme de fait, mon éditeur, les éditions du Boréal, a dit, on va le classer comme un roman. Jérôme Boromé a comme pris le contrôle de l'œuvre que tu étais en train d'écrire. Exactement, Boromé. Emprunte-moi. Jérôme Boromé. Ah, t'avais-tu pensé au... Saint-Charles Borromée, c'était aussi le père des confesseurs. Et puis là, moi, mon personnage se livre à un procès intérieur, donc il y avait tout un lien sur la confession. On est allé dans la haute voltige intellectuelle. We've all been booked. Ouais, personne n'en rend compte, mais je l'ai fait Incroyable. pareil. Incroyable. Ben, on reviendra sur les autres tantôt. On va aller écouter un autre chroniqueur avant. Sure. S'il te plaît, Nico. Je pense que c'est Mike. Michael Mike, Manta, Michael Mike, Manta, Michael Mike, Manta. Hey, merci, j'ai ma trame sonore. Hey, bonjour tout le monde. Hey, salut Mike. Mike. Ça va bien, ici à peu près. Ici, bien ici. Ouais. All right, j'ai besoin de mon lutrin parce qu'aujourd'hui, j'ai un texte. Je l'ai pas pris sur mon cellulaire cette fois-ci. Là. Oh, yeah! Pas de cellulaire. Des arbres sont morts pour ça. Alors, c'est ça, le cancer du cerveau, les cellulaires. Écoutez, j'ai mis mon bouche à l'air rouge aujourd'hui parce que je vais représenter la cause des femmes. Je ne sais pas si vous avez remarqué, hier, c'était la Journée internationale du droit des femmes. Oui, effectivement. Et non pas comme tout le monde pense, la Journée des femmes. Hein, c'est vraiment... Il y a une raison à ça. Hier, j'ai fait remarquer d'ailleurs, je pense que j'avais écrit là, sur mon profil, puis je pense que j'avais écrit aussi sur ton profil à toi. Je ne sais pas si vous avez remarqué, hier, c'était la seule journée de l'année qui a 23 heures dans la journée. Oui. Ouais. C'est la journée du droit des femmes. Donc, on est un petit peu
Très belle analogie, je trouvais. Moi, On a dû changer d'heure. On a changé d'heure, oui. on a changé d'heure. Maintenant, tu as l'heure avancée de l'Est. J'ai peut-être un cadran en retard. Il faudrait que je check. Il est Snoopy et 8. Là. À cette heure, les ordinateurs font tout ça pour nous autres. Là, dans le temps, c'était une défaite pour manquer quelque chose, mais à cette heure, c'est fini. Hey, j'ai encore 3 cadrans chez nous. 4 cadrans que je dois remettre à l'heure moi-même. Comme un homme de Cro-Magnon. Je me pendais à côté de mon four. Comment il marche, je comprends pas. Cro-Magnon. Alors, écoute, c'est l'enfer. Donc voilà, il y a une espèce d'ironie un petit peu poche parce que la journée la plus courte, en même temps, c'est celle pour souligner les droits des femmes. Exactement. Donc, c'est assez analogique que les femmes n'ont pas autant de droits qu'on aimerait qu'il y en ait. Il y avait moins d'heures dans la journée quand même. Donc, j'ai fait un petit historique un peu à savoir d'où c'est que ça vient, la journée du droit des femmes. Puis, je me suis mis des belles dates parce qu'il y a quand même beaucoup de choses. Je ne voulais pas nous oublier. Pas en chronologie? Oui, un peu. Cool. À la voix comme je te pousse. Je pense que je vous ai habitué à des chroniques qui ne tiennent pas trop. Fait qu'on va continuer dans ce sens-là. Non. Moi, c'était juste une joke. Là. D'habitude, le monde me dit en chronologie. J'ai fait de l'humour, Mike. C'est correct. Okay, c'était super drôle, Tommy. Tout le monde a ri à la maison. Je te promis. OK, on procède. On confirme que c'était drôle. Vieille référence. Donc, dans le fond, la journée du droit des femmes, ça a commencé en 1974. Sur la Journée internationale du droit des femmes, ça a commencé en 1975. Donc, ça a fait 51 ans cette année. Donc, vu que vous êtes tous des gamers, j'imagine, on a passé un petit upgrade l'année passée. À partir de cette année, on a le droit de répondre aux hommes qui disent « Ouais, mais c'est quand la Journée internationale du droit des hommes? » On peut dire « Ta gueule. » Là, on a le droit de faire ça maintenant. C'est accepté. Je vous le dis, là, si quelqu'un dit quoi que ce soit, c'est Mike qui a dit ça. Ta gueule. Alors, tu peux dire ta gueule maintenant. C'est quand la Journée du droit des femmes? Ou hier, j'ai lu ça aussi. Là. OK, c'est quand la Journée du droit des hommes? Les autres, c'est tout le temps. Ou bien, c'est... 19 novembre. 19 novembre, pour ceux qui se le demandent. Journée pour la santé mentale des hommes. J'ai bien aimé, moi, il y a une madame, là, je ne me rappelle plus qui a dit on célèbre aujourd'hui la Journée internationale de la recherche Google de c'est quand la Journée internationale du droit des hommes. Ah, je l'adore, ça. C'est pas pire. J'en ai vu une bonne hier. Écoute, j'ai ri. Là, je me suis fait opérer, je me suis fait enlever la rate à l'exposé. Il y a un gars qui a écrit j'ai dit à ma femme, fais pas le ménage aujourd'hui, c'est la Journée des femmes. Tu le feras demain. Écoute, j'ai ri. Là. Donc, ça a commencé en 1975, mais c'est quand même une initiative qui existe depuis longtemps. Les femmes ont toujours voulu avoir des droits. Hein, ouais? Ouais, ben, même dans le temps, là? Oui. C'est ce que mon grand-père appelait des créatures. Les créatures voulaient être égales. En Grèce. Donc, même quand ils ne savaient pas qu'ils pouvaient en avoir. C'est une idée folle qui leur a popé un mané, j'imagine, comme ça. Ils se sont dit, on devrait être légal, nous autres aussi. Puis là, les hommes étaient comme, ben non, t'as pas le droit. Puis comme c'est un monde d'hommes, ben on était longtemps comme ça. Sauf qu'on dit que dans les années, au Québec, dans le fond, les femmes qui étaient mariées à l'époque, dans les années fin 1800, début 1900, j'ai commencé ma recherche en 1899, même si on est arrivé au Québec en 1608, là, on va dire 1534, dépendamment quand vous voulez voir ça. Il y a encore un débat là-dessus. Donc... Merci, j'ai entendu un rire, ça m'encourage. Donc, les femmes mariées étaient considérées, dans le fond, comme des mineurs. Pas ceux qui creusent les puits, mais vraiment comme des mineurs. Fait que la femme qui était mariée n'avait pas de droit par elle-même. Dans le fond, c'était l'homme qui devait tout gérer, les affaires. Sous la tutelle de. Donc, l'homme était responsable de sa femme. Donc, si sa femme sortait du cadre ou qu'elle lui faisait honte dans un souper en disant des choses comme hey, les femmes devraient être égales, mais il avait le droit de la réprimander parce que c'était bien vu à l'époque. C'était considéré normal. On disait gère ton ménage, occupe-toi de ta femme comme il faut, élève tes enfants, puis ces choses-là. C'était très, très. Archétypal patriarcat. Exactement. C'était très diminuant. Donc, tu es une femme tu peux tomber malade, mais s'il te plaît, fais pas trop de bruit. Exactement. On se rappelle la Bolduc, quand elle a commencé à chanter, bien, son homme il était totalement émasculé par les autres gens parce que c'était sa femme qui amenait l'argent à la maison. Hey. Chose qui n'était pas pensable à l'époque, mais pourtant, c'est elle qui a nourri ses enfants. Je pense qu'elle avait 5 enfants de mémoire, son appartement, c'est elle qui payait tout ça. Mais son mari était émasculé, pauvre lui. Donc, il n'y a rien qu'à se lever et puis aller travailler. J'espère que tout le monde comprend qu'on est dans l'ironie, qu'on est pro-égalité et équité. Donc, des années 1940 est arrivée la petite guerre, une petite deuxième guerre mondiale qui a un petit peu secoué les gens. Là, on s'est retrouvés avec des femmes qui ont voulu avoir un peu plus de liberté. Puis on s'est dit, là, les hommes sont partis au combat. Ça prend des gens à faire des guns. Parce que les guns, hein. Donc là, on a amené les femmes dans les usines commencer à faire des guns, mais les femmes ont commencé à voir qu'elles étaient capables de travailler. Quand l'homme disait, non, tu ne seras pas capable de faire ça, c'est une job d'homme, ça. Mais il arrivait, ils m'ont dit, je suis capable de la faire, la job d'homme, nous autres aussi. On est capable d'avoir de l'argent. Oh shit, hein? Ça veut dire le pesage est en train de tomber, le qui fait, il n'y en a plus, là. C'est impossible. Être capable de gérer des enfants puis une cuisine en même temps, mais tu ne seras jamais capable de travailler sur une chaîne de montage. C'est ça, exactement. Exactement. D'ailleurs, on ne sera pas là-dedans, mais juste dans ces années-là aussi, il y avait dans notre
Donada Charon, la première femme syndicaliste qui s'occupait des Au Québec? matches au Québec. Et son nom, s'il te plaît? Donada Charon. Elle est morte dans l'oubli. Donata Charon. Elle n'avait pas le droit de parler au patron parce que c'était une femme. Fait que c'était le père Bonhomme qui était le prêtre qui était en charge de la communauté catholique des syndicats du Le travail. père Bonhomme? Le père Bonhomme, ça s'invente même pas. Avec Aneta Charon? C'est le père du capitaine. Donalda Charon. Donata Charon. Donalda Charon, là, c'était une contre-maîtresse. Dans l'époque, une contre-maîtresse, c'était pas nécessairement un boss. Ça s'occupait que les femmes restent dans leurs ordres, donc faire leur travail pour pas déranger les hommes qui avaient les hormones dans le tapis. Donc les hommes essayaient de taponner les femmes. Fait que la contre-maîtresse était là pour dire aux femmes, donne pas attention à ces hommes-là. Puis une fois de temps en temps, dire à l'homme, regarde, tu devrais peut-être arrêter. Votre imprégnation ne se passera pas ici. On part de loin, je pense que c'est à comprendre. Mais avec ça a donné la révolution tranquille après coup, parce que là, les femmes ont commencé à se comprendre. Mais regarde, les hommes sont venus de la guerre, ils nous ont renvoyés à la maison. On retourne faire des sandwichs, mais je suis capable de la faire ta job, mon homme. Là. Je suis capable de faire mes affaires. Donc là, des femmes comme Thérèse Casgrain qui ont commencé à faire beaucoup de motivation, puis parler beaucoup. C'est la première femme, d'ailleurs, qui a été nommée au Parlement au Québec. Bravo! Oui, c'est très grande dame. Cool, Là. bravo. Je recherche sur elle aussi. Là. J'en ferai un C'est autre une vraie héroïne, ça. On peut-tu mettre ça sur une rue quelque part, là, de Donata? oui. Si, bravo, là. C'est D'ailleurs, 3-4 plafonds de verre pétés dans une seule incarnation. D'habitude, il faut que tu recommences 3-4 fois pour faire ça. Là. C'est elle qui a inspiré à Bolduc à chanter aussi, d'ailleurs. Attends, pour vrai? Ah, pour vrai. Une fan très importante, Thérèse Elle turlutait même pas. On la salue. Thérèse Casgrain. Non, mais c'est une joke, mais il faut connaître. Thérèse Casgrain avait un français tellement soutenu, pointu. En tout cas, mais c'est ça. Une femme très, très éduquée. Ouais. Donc, évidemment, c'était de l'argent à l'époque. Elle avait le droit d'avoir l'éducation parce qu'elle était quand même de bonne famille, mais une femme de famille pauvre, mettons de Saint-Henri, ne pouvait pas du tout se rendre là. Mais en 1964, les femmes ont eu le droit de vote. Donc, les femmes ont commencé à avoir le droit d'aller... Excusez-moi, en 1940, les femmes ont eu le droit de vote avec la guerre un peu. Au Québec, donc, là, on a été la dernière province au Canada à le donner. Au Canada, c'était... Oui, 1928. Donc, parce en 1940... nos femmes comprennent... Voyons. Eh boy, oui. On va te couper avant que tu dises quelque chose, mais non, les femmes avaient le droit de voter, puis on a souvent l'impression que c'est l'homme qui disait à la femme, ben là, tu vas voter comme ça, ou que le curé disait, tu vas voter comme ça. Sauf moi, longtemps, j'ai pensé ça aussi, c'est ce qu'on me disait à l'époque, tu disais à ta femme comment voter. Mais en faisant mes recherches aujourd'hui, je me suis bien rendu compte que les statistiques politiques de l'époque ont commencé à changer les projections qu'on se faisait. Donc, la femme avait déjà compris à ce moment-là qu'il y avait une union à faire entre elles, de dire à son mari, oui, garde, je vais voter pour lui, maudit sans dessin. Puis elle s'en allait dans le cubicule, puis elle votait pour qui elle voulait. Donc, les femmes ont quand même pris une certaine indépendance à ce moment-là, de dire, regarde, moi, je veux ça. Puis c'est pas le gros cochon à la maison qui va me dire de ne pas le faire. Je vais le faire comme ça. Donc, il y a eu comme des mouvements. Évidemment, il votait conservateur, c'est une autre époque. Mais à l'époque, il y avait quand même quelque chose qui avançait. On a vu des mouvances. C'est politique. Si je peux me permettre, j'aimerais ça envoyer un petit message kudos à toutes les personnes fièrement pas de gauche qui me considèrent comme le Yoda des endormis pas fins. Mais c'est à cette époque-là qu'on a comme introduit des lois dans la manière de voter que le vote est privé. Tu ne peux pas rendre ça public. Tu peux dire après ce que tu veux, mais tu ne peux pas prendre une photo de ton bulletin de vote. Et c'est pas pour de la censure. C'est pour protéger non seulement les madames qui se faisaient dire par le mari quoi voter, mais qu'un coup rendu là-bas, ils pouvaient voter comme ça leur tente, parce que c'est ça la démocratie, mais aussi pour protéger des gens qui voulaient aller voter puis qui avaient des duplessistes pas loin. Hein, c'était reconnu qui ouais, peut-être que. Fait que là, ils ont changé les lois pour la démocratie. Ça vu, pas super longtemps envoyer des brown shirts pour empêcher le monde de voter comme il voulait aussi. Là, c'est ça. Fait que c'est pas pour censurer la démocratie et la liberté d'expression, c'est pour protéger les gens qui votent. Puis si, mettons, ils vont pas chicaner le monde qui rend leurs affaires publiques, ben là, les pas fins vont pouvoir dire, ben là, tu peux le rendre public parce que la loi, dans le fond, s'en crisse, c'est une suggestion. Fait que c'est ça. D'ailleurs, j'aimerais dire aux gens que tu t'adresses, là, votez avec un crayon à l'encre, sinon ils vont vous changer votre vote. Donc... Avec la Révolution tranquille, comme je disais, en 1964, les femmes sont devenues officiellement... ils ont eu la capacité juridique. Ça aussi, ça a changé. La femme n'était plus un meuble ou n'était plus le mineur ou l'appartenance de l'homme. La femme avait le droit de décider elle-même si elle voulait un compte bancaire. Ça a l'air niaiseux, mais là, ça a commencé à changer parce que dans la violence conjugale, on parle beaucoup de la violence économique aussi. D'ailleurs, là, s'il y en a qui vivent la violence économique, les caisses populaires vous donnent souvent l'occasion. C'est un petit message pour nos consoeurs, là, mais il y a un petit message. Des fois, ils vont pouvoir... si tu vas à la caisse populaire et tu dis « Je vis de la violence conjugale, la violence économique », puis que tu as un compte conjoint, mettons, avec ton mari ou avec ta partenaire, bien, ils vont sortir ton compte, te donner un compte numéroté, secret, unique,
transférer, mettons, Ils 300 sont conscients de cette réalité-là, puis ils vont t'aider. Il y a Ils des donnent ressources. 300 la Caisse populaire donne 300 comme ça pour dire aux gens, regarde, ça te donne la chance de ramasser tes enfants, tes affaires, prendre au moins une nuit à l'hôtel, quoi que ce soit. Pas à l'hôpital, à l'hôtel, je déparle un peu. Mais c'est vraiment les beaux programmes qui ont été faits. Bravo à Desjardins. Dans les années 80, c'est une ben bonne là... idée qu'ils gèlent la moitié du compte aussi pendant ce temps-là, pour être sûr que le gars le vide pas. Ah, ben c'est parce que dans ce cas-là, ils vont dire on va prendre la paye puis on va la transférer dans un nouveau dossier, quoi que ce soit. Fait que là, le contrôleur à la maison va dire comment ça qu'il manque d'argent dans ma paye, je peux pas aller boire. Il va se rendre compte que la femme n'est pas là. Et comment ça que la vaisselle s'accumule? Bon, c'est ces choses-là. Donc, dans les années 80, bien là, évidemment, les femmes ont commencé à atteindre des professions qui sont plus hors de ce que les femmes faisaient habituellement, c'est-à-dire nourrices ou bien infirmières, quoi que ce soit. On a commencé à avoir des entrées aux universités et tout ça. Encore à ce jour, les femmes sont plus représentées à l'université. Il y a plus de femmes qui vont passer l'université ou le cégep. Université woke. Université de woke, Là, ils commencent à avoir des toilettes mixtes puis des arcs-en-ciel. C'est la fin de la civilisation. J'en ai pris les toilettes mixtes, puis finalement, ça s'est très bien passé. Je me suis pas fait agresser par une drag queen. Genre celle juste là. Chez nous aussi, les toilettes sont mixtes. Tu viens chez nous, tu es un homme, tu es une femme, tu as le droit de rentrer. La porte se ferme. Liberté, esti. Liberté. Donc, maintenant, ce qu'on dit en 2000-2026, dans les années 2000 qui nous intéressent, les femmes ont pas tout à fait encore l'équité et l'égalité. Il y a des gens qui vont parler de 86 des lois qui font favoriser les hommes versus les femmes. Fait qu'on n'est pas encore l'équité. Ceux qui pensent que les femmes sont maintenant considérées l'égale de l'homme partout, ben on n'est pas là encore. Il y a une sous-représentation de 11 aussi pour les salaires à charge égale, tout ça. Et puis, on a quand même encore cette espèce d'habitude de laisser les femmes gérer les familles et tout ça. Moi, dans mon travail, les conciliations travail-famille que je vais faire, c'est souvent avec des femmes à l'emploi. Donc, ils doivent trouver une façon de fonctionner. Puis, ils me disent, ben mon mari ne peut pas. Toi non plus, tu peux pas, mais c'est toi qui gères la situation parce que ton mari ne peut pas. Donc, on est encore là un peu. Donc, l'équité entre les hommes et les femmes n'est pas encore tout à fait là. Donc, je pense qu'il en tient à nous autres, les maudits woke, d'essayer de trouver une façon de fonctionner avec ça. Et je termine avec... dans le fond, on a eu des petites discussions dernièrement là, avec le gouvernement qui voulait enlever le droit de l'avortement. Le droit de l'avortement, évidemment, ça avait été voté par des hommes à l'époque. Donc, il y avait des hommes qui trouvaient qu'il y avait une logique là-dedans parce qu'il était supporté par un mouvement de femmes. Si je peux me permettre, Mike, techniquement, en fait, c'est que la CAQ a décidé de vouloir créer une loi constitutionnelle et en mettant le droit à l'avortement sur le papier, ça aurait fait que cette affaire-là aurait été attaquable en cours. Exactement. Mais il y avait Pierre Poilievre aussi là, qui semblait dire qu'il ne toucherait pas à ça, mais qu'il y a des gens qui sont très extrêmes dans son groupe à lui qui semblaient dire on va l'enlever. 80 qui sont ouvertement petit Jésus. Mais vous savez, le petit Jésus sans tabarnak de l'avortement, faut que t'aimes le monde. Il dit d'un bout à l'autre dans son livre. Il dit pas t'as pas besoin d'être un fœtus pour qu'on t'aime. Il dit pas ça, Jésus. Là. Ah, il dit Jesus, gun and baby. Question pour vous, l'avortement est légal depuis quand au Canada? Parce qu'au Québec, on n'a jamais vraiment statué. C'est une loi canadienne, à vrai dire. Il y avait un cas dans les années 80. Comment ça s'appelait cette... Mom and Morgan Taylor. Ouais. J'ai vu ma vie en anarchie. Hein? Ouais. Mais Morgan Taylor, oui. C'était en 1988. Avant ça, en 1969, c'était Pierre-Éliott Trudeau qui avait fait déterminer qu'on avait le droit à l'avortement si ça mettait en cause la vie ou la sécurité de la femme. Donc, si la grossesse était à risque ou si la femme était dans un univers très, très grave. C'est un docteur ou un groupe de docteurs qui avait décidé. Mais en 88, on est arrivé avec ça en disant, ben là, les femmes ont droit à ça. Il y a une série québécoise qui est sur Crave qui parle du procès qui a conduit. Je crois que c'est le procès qui a conduit à cette loi-là. Oui, parce que Morgan Taylor faisait des avortements, lui, ouvertement. Il dit, regarde, c'est pas vrai que le gouvernement va m'empêcher d'en faire. Enfin, j'ai oublié le titre. Lui, il disait qu'il respectait son serment d'Hippocrate, que c'était pour la santé des femmes, etc. Fait que lui, il n'avait aucun problème avec ça. Puis, une des raisons, c'est que puis ça, c'est, écoutez, je vais vous finir quelque chose d'assez dark un peu, mais les femmes, souvent, qui se retrouvaient, mettons, d'un enfant qui était nu d'un viol ou d'un crime ou quoi que ce soit, ou d'un enfant qui était... oui, hey, tu passes ta vie avec. C'est ça. Ou la femme tu me qui rappelles dit... ton père, là, ça doit être... La femme qui vit avec un homme qui a fait vivre, puis quand elle disait « je tombe enceinte », il dit « regarde, dehors », puis elle se retrouve toute seule. Ouais. Ces femmes-là, souvent, avaient passaient à des méthodes qui ne sont pas très médicales pour enlever l'enfant dans l'utérus. C'est genre la deuxième cause de mort des madames de cette tranche d'âge-là, les avortements à maison. Donc, c'est une question de survie, c'est une question de santé, de sécurité pour les femmes. Ben oui, c'est go, madame. Exactement. Go, madame, s'il vous plaît. Donc, les femmes... les personnes femmes cis ou les personnes d'identité femmes qui nous écoutent, je dirais, dans le fond, lâchez pas, on est là. Je pense que vous avez des alliés ici. On est tous des hommes en ce moment, mais je pense qu'on est des alliés. Ben oui, j'essaie. Ah, pas moi. Bruno, il veut juste que tout le monde se suicide. Non, moi plus il y a de monde qui meurt, puis s'il y a plus d'avortements à la maison,
C'est comme t'augmentes le nom. Ouais. Là, on glisse Parce qu'un lentement. avortement à maison, ça a le potentiel de tuer 2 personnes. Tandis qu'un avortement à l'hôpital, ça a juste le potentiel de tuer une. Un homme de chiffre, un homme de chiffre. Tu penses comme Le moi. pragmatisme, Bruno. Est-ce que ça t'amène à la fin de... Ça m'amène à la fin. J'ai pris quand même pas mal longtemps. Là, je voulais parler des Rosies du Québec moi, aussi, ça mais va c'est être pas l'extrait de très... la semaine. C'est parfait. Ça, c'est dans le ton. J'espère. D'ailleurs, ce matin, on m'a Ça, regardé. c'est Je travaillais dans un sûrement milieu aussi, d'hommes, c'est- puis on me disait, ouais, ben, beau chandail. Je suis comme, ouais, je l'ai pas toute la journée avec la sueur au front, parce qu'il faisait chaud dans mon bureau. Mais l'idée, c'est vraiment de parler au nom des femmes, puis de montrer qu'on n'est pas tous des colons, hein, qu'on essaye. a avancé. On essaye. Let's Un go, jour à la Yvette. fois. Vive les humains. esti. Merci bien gros, Merci Mike beaucoup. Manta. Et là-bas, on peut l'applaudir. Give it up. Ben oui, il y a du monde dans le salon puis ailleurs. Commence à faire beau en plus, c'est capoté. Fait que là, c'est quoi qui s'est passé après ça? Patrick Corneau, 3 tracks 2016. Ah oui, non, ça c'est une nouvelle. C'est une nouvelle dans un collectif. J'ai été invité à participer à un collectif. C'est une histoire de violence, une histoire d'un personnage violent. Mais ça part, on vient de parler de la journée des droits des femmes. Ouais. Le droit de ne pas se faire violer est quand même un droit qui est quand même... Fondamental. Fondamental. Et puis, tout part d'un viol, en fait. Tout part d'un viol dans cette histoire-là. Ce personnage-là, ce jeune personnage-là est témoin quand il est bébé du viol de sa mère, un viol avec entrée par effraction à domicile. Et ça génère chez lui une conduite violente. OK. Le traumatisme dont il ne se souvient pas. Ensuite, j'y vais avec Lockdown, parce que Lockdown porte aussi sur la question Ben des oui, agressions c'est ça. En sexuelles et des 2019, violences on sexuelles. continue. Oui. Donc, OK. Lockdown, c'est un roman, c'est un whodunit. Donc, c'est un roman avec une structure un peu de roman à enquête et qui est le plus sociologique de mes romans et qui traite justement de la question des violences sexuelles. On était dans le mouvement Agression non dénoncée. Quand j'ai commencé à écrire en 2014, j'ai commencé à écrire ça. Et je voulais quand même montrer toute la variété des modes de violences sexuelles qu'on peut commettre envers les femmes. Et de violence X, parce qu'il y en a un qui est plutôt juste un violent, c'est pas un violent sexuel. Donc, chacun des hommes de cette famille-là, ils l'ont pris, une famille de drôles de moineaux qui sont dans un resort en République dominicaine. OK. Et il y a un viol atroce qui est commis durant une nuit. Et là, tout le monde est confiné dans sa chambre le temps que soit menée l'enquête pour que l'enquête puisse être menée de manière plus systématique, en isolant tout le monde. Et donc, chacun des membres masculins de la famille Lompré est potentiellement suspect. Et là, la structure du whodunit, c'est comme un Agatha Christie. Tu as le présent narratif qui est le temps de l'enquête, tu as le passé récent qui est le temps du crime, puis tu as le passé lointain qui est qu'est-ce qui aurait pu motiver cette personne-là à commettre cette agression-là. Ouais. Donc, ça se jouait là-dessus, ça se voulait plutôt rigolo. C'est probablement le plus léger de mes romans, même si le sujet est très dur. Imagine, Chris. Ouais, mais je partais de « Je deviendrai toujours ce qui reste de moi ». Tout fit thématiquement ici. On parle de suicide, en tout cas, bref. On ne s'est pas parlé avant. Là. Écoute. Non, c'est pas stagé. C'est dans l'air du temps. C'est dans l'air du temps. Donc, c'est ça. Le Lockdown était vraiment sur les violences sexuelles puis la diversité, parce que les gens ne sont pas nécessairement toujours conscients de ce qui peut... Surtout à l'époque, OK. il y a 10 ans, ça a changé depuis Là, on quitte carrément, par contre, l'expérience personnelle. Là. On quitte l'expérience personnelle. Là, on se laisse aller. Hey, t'as-tu un truc, peut-être un conseil pour une personne qui tarde à finir son roman? Just sit down, fais ta job, ferme ta gueule, discipline-toi, fais juste t'asseoir, fais ta job, ferme ta gueule. T'as-tu une routine? T'as-tu des trucs, toi, pour t'aider? Oui, il y a des moments dans la journée, je m'assois. Moi, je fais une méditation avant pour faire le vide. Donc, surtout en fin de soirée, je suis plus fatigué. Mais à partir du moment où je fais une méditation, je mets le compteur à 0. Je me mets sur je fais table rase, si on veut. C'est comment tu fais ça, une méditation? C'est toutes sortes de méditations. Je peux faire des fois du body scan ou des fois, c'est plus pleine conscience. OK. Mais l'important, c'est de trouver une façon de faire le vide. Mais l'idée, c'est vraiment juste, tu t'assois puis tu le fais. Il y a comme le mythe de l'inspiration, comme si l'inspiration était quelque chose qui circule dans l'éther puis qui vient se déposer sur toi à un moment magique. Tout ça n'existe pas. Comme si c'était une affaire à attraper avec un filet à papillon. Exact, c'est de la bullcrap. Tu fais juste t'asseoir puis tu fais le travail. Puis moi, avec un travail à temps plein, je fais 20 heures par semaine. C'est 20 heures par semaine que je consacre à m'asseoir pour écrire. Puis c'est non négociable. Donc, moi, mon conseil, c'est aie pas peur d'écrire quelque chose de mauvais.
Aussi, il faut commencer. Ça prend du temps. Parce que la première affaire que tu vas écrire, ça va être poche. C'est Anyway. sûr que c'est de la bouse. Il en parle dans Naked Lunch pas mal, ça. Est-ce que la réécriture est le secret vers l'intégrité? Quand t'es pété comme William dans Burroughs. ce film-là, William a dû recommencer une couple de fois. La réécriture, c'est la première vraie écriture. Oui, je pense. Il faut toujours retravailler. Moi, j'ai tellement eu de refus. Je me reporte à ma vingtaine. C'était des refus. Une année, il faut que tu sois obstiné puis que tu sois convaincu. Moi, j'étais convaincu. Non, je sais que je suis un écrivain. C'est là que je m'en vais. Et donc, ça prend une grande conviction. Les refus, est-ce que c'était les mêmes recueils de poésie qui changeaient un petit peu? À l'époque, c'était pas des livres. Là, je soumettais des suites de poèmes dans des revues. J'étais publié en général. Ma poésie était généralement publiée, mais dans les années 2000, dans ma vingtaine, mes nouvelles étaient généralement refusées. OK. Parce que j'étais pas encore compétent comme nouvelliste. Je commençais. Et puis, fait que beaucoup de t'as été poète, genre une bonne première j'ai partie été de ta poète. vie. Je me suis pris au sérieux à partir de 19 ans comme poète et jusqu'à 29 ans. Donc, pendant 10 ans, je n'ai fait à peu près que de la poésie. Ensuite de ça, je me suis mis à la nouvelle, à la mi-vingtaine. Ouais, c'est ça, tu disais tantôt, la nouvelle. Qui était décente. Puis après ça, j'ai écrit Jérôme Borromée. Est-ce que tu as des écrivains qui sont modèles, des personnes que tu suis un petit peu plus, tu essaies d'émuler peut-être dans leur carrière, le reste? Je pense que Agatha Christie, c'est Agatha Christie qui m'a comme amené à la littérature. J'avais comme 10 ans peut-être. C'est bon, c'est super visuel, Agatha. Il y avait beaucoup de livres chez nous. Puis là, je lisais. Mes parents nous avaient amené voir une pièce de théâtre, La Souricière de Mousetrap. Puis j'avais 10 ans, mais moi je suis le plus jeune des enfants, j'avais 10 ans, mon frère 12, l'autre 14, l'autre 16, ma sœur aînée avait 16 ans. Et on va voir la pièce La Souricière dans un théâtre d'été dans le canton de l'Est. Et à l'entracte, moi je suis celui des enfants qui devine c'était qui le meurtrier, alors que je suis le plus jeune. Alors ça a été très valorisant pour moi. J'imagine qu'au départ, c'est étonnant, mais je suis devenu écrivain à cause d'une satisfaction Absolument narcissique. formateur, ben oui, c'est des moments importants. Ben non, mais attends un peu, là. Ouais. C'est absolument narcissique. Avoir une réussite comme ça par rapport à tes compagnons de vie, je pense que c'est pas autant narcissique qu'une vraie réussite là, de laquelle tu peux être fier, une vraie fierté. Je n'étais pas supposé d'être celui qui... Et ça m'a motivé. J'ai lu Agatha Christie. Donc, Agatha Christie a été vraiment une grande motivation. Et puis quand j'étais au secondaire, j'ai lu beaucoup de théâtre québécois. OK. Ça aussi, ça a été une grande influence. Au secondaire, hein? Fait que beaucoup de dialogue. Beaucoup de dialogue. Et moi, j'ai pas de dialogue dans mes romans. Genre, je les amène toujours de façon rapportée c'est indirecte parce que je veux pas qu'il y ait de dialogue. Là. Pour respecter, en général, pour respecter le ton. J'ai un ton qui est souvent grave, un peu poétique. C'est Plus peut-être... tu mets des dialogues, ça vient rompre un peu le ton. Ouais. C'est peut-être un petit peu aussi plus comme scénariste de vouloir laisser l'interprétation du moment à l'autre. Le scénario est très, très porté sur le dialogue. Okay. Mais ça, c'était un autre monde. Mais beaucoup de théâtre et beaucoup de poésie québécoise après ça, au début du vingtaine au cégep. Et puis c'est ça, mais des écrivains forts. Agatha Christie. Agatha Christie, dans les philosophes, Simone Weil est une influence importante. Dans les écrivains du réalisme psychologique, qui est mon domaine, Philip Roth a été une influence importante, même si c'est un peu... Une fois que tu lis sa biographie, tu te dis j'ai moins envie d'être fan de lui. Mais ses livres sont vraiment... C'est ça. Mais lui, est-ce que moralement, il se conduisait de façon décente? Je ne sais pas. On croit au pâté chinois d'Hitler poser ici. des questions morales, des questions éthiques importantes. Ça a été une grande influence pour moi. Ouais. Ben voilà, c'est dit. Merci Guillaume, c'est donc bien deep, hein? Tu fais ça avec qui tu tiens? C'est quoi tes vendredis soirs? C'est quoi pour avoir du fun? On va rocker comme dans le temps de l'université avec les amis. C'est quoi? Y a-tu d'autres personnes qui parlent autour de la table? Je suis chanceux. On a une belle gang. J'ai beaucoup d'amis écrivains. Je suis entouré d'amis écrivains. Gabriel Allaire, Milka Abdelmoumen, Philippe Manvy, Milena mais t'es pas obligé de... T'as du fun. Ça, tu vas voir. Oui, la nouvelle vague. J'ai une vie sociale. Voilà. J'existe dans le monde. Non, mais c'est pas ça génial, là. Je voulais savoir la saveur. de nerd. Je suis un esti de nerd. J'écris des livres, j'écris des livres, je pense à des livres, je fais des listes de livres. Bon. Hey, faut pas trop s'attacher, effectivement. On va s'en aller au prochain chroniqueur. On va reprendre le contrôle. C'est correct, mon Tommy. Comme ça, si jamais le monde veut aller pisser, tu sais, ou... C'est vrai. J'ai une canette vide de break pour vous autres. J'ai une canette. Elle va être short. C'est bon? Prends le temps que tu veux, là, voyons donc. All right. C'est pas U2.
need to do because trying isn't good enough. Days, months, years isn't where the second time is. Free-falling gravity, like law without a jury. We live in those ages where it's hard to see with closed eyes and dirty hearts. You should do the laundry. Open your eyes, 'cause obviously you can't see. When you can't afford living, doesn't mean that you're worth more than money or free lifting creativity. As no law but a jury. We live in those ages where it's hard to see with closed eyes and dirty hearts. You should do the laundry. Open your eyes, 'cause obviously you can't see. Merci Nico Lévesque. Je vais vous mettre le lien vers son Bandcamp dans la description du show. C'est important d'y aller. Nathan, y a-t-il une version un petit peu plus large qu'on voit notre collaborateur Joie qui vient nous rejoindre? Voilà. C'est quoi qui se passe de ton côté? Pas grand-chose. Je suis bien habillé parce que je rentre de la job. Puis, non, c'est pas vrai. Normalement, quand je fais des chroniques, je prends une cravate. Fait que je suis moins bien habillé que d'habitude. C'est vrai. C'est bien. Ben ouais, t'es mal habillé parce que t'arrives de la job, dans le fond. Et voilà, tu as un petit extra ce soir pour rapper 70%. T'es venu nous parler de quoi? Je viens faire une chronique spéciale qui a été inspirée par Bruno. Parce que Bruno, il a fait comme... C'est quoi? Y a-t-il quelque chose qu'en tant que geek qui nous tape le plus ses nerfs qu'entendre des fun facts de films qu'on est tanné d'entendre parler? Ça me fait plaisir, Bruno, juste pour toi. Non, mais... Top 10 des fun facts de cinéma qu'on est tanné d'entendre parler, c'est ça? C'est ça? C'est ça. Ta chronique? C'est une super bonne idée de chronique. Si ça s'arrêtait là, je serais vraiment content. Non, mais au sens large, là, comme faut aller dans le pire du pire. Fait que Bruno, t'étais-tu au courant que dans Super Mario Bros. 2, c'était inspiré de Tokidoki Panic? Ouais. Non, mais c'est pas vrai, mais on s'en crisse. Ben, c'est pas... Tu sais, dans The Bride, là, c'est en noir et blanc, on le savait pas, mais en réalité, ses cheveux, là, sont roux. Tant qu'à continuer dans... Il y avait quelqu'un de pendu sur le set dans le de Wizard of Oz en 39. Là, on le voit en background. Yep. Dans un trivia de cinéma. Il y avait un pendu dans la forêt. Là. Mais là, t'es en train d'y voler sa chronique. C'est vrai. Ah non, ça, c'est pertinent. C'est pertinent. Non, mais je sais, mais t'es en train... c'est John Waters avant. Je me suis trompé de mot. T'es en train de rallonger sa chronique. OK, let's go, Joy. Explose. Implose. Tu sais, la raison pour laquelle que Clerks, c'est en noir et blanc, c'est qu'il tournait dans le dépanneur, puis c'était éclairé par des néons, fait qu'il y avait des problèmes d'éclairage. Ils ont fait comme, tu sais, si on tourne en noir et blanc, ça sera pas un problème. Sauf une coupe de pièces aussi. Ouais, ben littéralement, le budget au complet, c'était c'est l'assurance tout du réglé. char qui avait déclaré comme étant inondé. Parlant de char, dans tous les films de Sam Raimi, il y a une vieille Oldsmobile de 1973 qui est cachée. OK, supposément
caché derrière le comptoir dans son western de Quick and the Dead. Vigo qui se pète l'orteil en kickant un masque. Ouais. Ben, pas tout le temps caché. Des fois, c'est le char du personnage principal aussi. Ben, tout le temps dans le film, à quelque part. Tout le temps dans le film, mais pas tout le temps caché. Caché, je comprends. Il a dit caché. Ben là, Bruno, est-ce que... Tu fais rallonger la chronique. Est-ce que t'aides, toi, à raccourcir la chronique? Avec ta sémantique C'est vrai, encore? je pense que je devrais fermer ma gueule. Oui, continue, Joy. Bon. Fait plaisir. Hey, Bruno, c'est quoi ton personnage de Star Wars préféré? J'en ai pas. Shit, Ben, il y a pas mal deux choix. Là. C'est difficile. Soit, si t'aimes les gentils, c'est Han Solo. Si t'aimes les méchants, c'est Darth Vader. Là. Ouais. Mais la vraie réponse, c'est Palpatine. C'est pas à cause de la prequel. Ben, c'est ça. Si tu comptes les prequels, le meilleur personnage, c'est Palpatine. Est-ce que ça existe quelqu'un qui a ses Snoke son préféré? C'est Palpatine. Ben non, c'est un clone tout croche qui est pas pareil. Ah, mais son plan, c'était genre... Ah, c'est-tu un clone? Ouais. Ah, j'avais pas compris. On le comprend dans le troisième parce qu'il y a comme une tank avec... Non, je pense qu'on l'oublie dans le troisième. Parce que c'était niaiseux. Est-ce que j'ai envie de le réécouter puis de rire quand il sort dans le cheval spatiaux là, sur l'aile du troisième. Le film était tellement mauvais que quand il est apparu à la fin, j'étais content. Ouais. Hey, l'acteur était tellement tanné que quand il avait oublié de le faire participer au photoshoot, ils l'ont rappelé. Fait que, ouais, il faudrait qu'on te photographie la face avec tout le maquillage. Fait que, non, je ne reprends pas l'avion. Fait qu'ils ont photographié le jouet. Hey! C'est plate, là. OK, là? T'es pas censé être impressionné. The real Mark Hamill, il dit guys, please. Ouais, on peut faire attention. Thanks. Salut, Alex. Non, mais est-ce que quelqu'un se souvient de Admiral Jeff Blue Jeans? Ça existe. J'arrête là. Mais il me reste un dernier fun fact. OK. Dans le premier Godzilla, King Kong vs. Godzilla, King Kong a été comme un des premiers adversaires de Godzilla, une grosse franchise, tout ça. Sûr, tout le monde aime les deux. Ben, dépendamment de la version, c'est pas le même qui gagne. C'est pas vrai, OK? Je suis tanné de l'entendre parler, ça, là. C'est King Kong qui gagne dans les deux versions. Pataw, you've been King Kong! Puis tant qu'à continuer, là, l'autre affaire, je suis tanné, là. Une autre affaire. Ouais. Les Power Rangers, tout le monde le sait que ça vient de Kyoryu's Ranger. Bye. OK, c'est dit, tabarnak. Merci bien gros, Joy. Oh yes, le monde soit content. Bruno aussi, merci. Ça, la résidence pour personnages. Check ça. En 2066. Savais-tu que pour les Power Rangers? Hey, fait que Guillaume, j'aimerais ça, on est rendu à Robbie Rest. Là, c'est comme le dernier le plus récent aussi. C'est l'aventure récente. Oui, ça c'est 2023. On retourne-tu dans de quoi de plus intime comme celui de Non, Vlada? c'est vraiment absolument pas. Ça a l'apparence d'une autofiction et ce n'est pas une autofiction. Puis il y a des gens qui m'écrivaient, puis j'avais des commentaires, qui me disaient des chargés de cours à l'université. Puis je disais non, c'est pas ma vie. Il n'y avait absolument rien de ma vie. Mais je suis parti je m'étais séparé récemment. Et le chagrin d'amour du personnage était mon propre chagrin d'amour. Donc, le personnage principal, le protagoniste, a des aspects de ma personnalité, de ma sensibilité, tout ça. Mais est-ce que c'est possible de ne pas mettre des aspects de sa personnalité dans un de ses personnages? De soi. Même, je publie des analyses de films sur Facebook, puis je me dis, hey, mes analyses se ressemblent bizarrement. Parce que je m'intéresse toujours au même genre. Non. C'est-tu les films le problème ou c'est moi le problème? C'est moi. Fait que tu te rends compte, tu te dis, ben non, même dans quelque chose qui se veut quand même plutôt objectif, qui se veut plutôt objectif, même là, on sent que c'est toujours un peu de moi que je parle finalement, parce que narcisse. Non, mais c'est pas nécessairement du narcissisme. Ça sort de ta tête. Ça vient de moi. Moi. Exactement, c'est ça. Ouais. Donc, oui. Et Robbie Rest part de la prémisse de Robbie meurt, Harold, qui était son meilleur ami jusqu'à 30 ans, est invité par la mère de Robbie à aller s'installer dans le shack de Robbie. Où Robbie a passé la dernière année à Soulaïeul. C'est un ancien militaire qui a pris une retraite anticipée. Et Harold, dans le shack où il s'installe, où a vécu Robbie, découvre le téléphone et l'ordinateur de Robbie.
Et il a accès au mot de passe parce que c'était des anciens colocs, puis Robbie, c'était un lazy ass, c'était pas un bon militaire, il n'a jamais changé ses mots de passe. Et donc, il a accès à toutes les traces qu'a laissées Robbie, et à force d'investiguer les traces de Robbie pour reconstituer un peu les dernières années de sa vie, pour comprendre, parce que Robbie est mort d'un accident dans des conditions un peu nébuleuses. Donc, on ne sait pas si c'est un suicide ou s'il est mort OK, fait accidentellement. que là, ça fait 2 livres d'affilée qu'on y va dans Et là, il suicide. Exact, on suicide. revient au suicide. Lui, il veut le suicide. Il veut que Robbie soit. Et là, il investigue, il fait une investigation et puis il parcourt les traces numériques de Robbie. Et pour reconstituer la dernière année de sa vie, pour savoir est-ce qu'il s'est suicidé ou pas. Mais assez rapidement, on bascule dans un autre projet qui est, ce qu'on constate, c'est que finalement, Harold, à force de s'immerger dans les traces de Robbie, devient Robbie. Et là, il a accès à toute sa vie en ligne. Fait que, il peut répondre à du monde, puis il perd le contrôle. Et c'est un roman assez sociologique dans la mesure où chacun des chapitres, surtout dans la première partie, chacun des chapitres couvre une des applications du téléphone de Robbie. Donc, je parle de YouTube, je parle de Tinder, je parle de Facebook, je parle des photos, l'application Super photo. Zeitgeist encore, là. C'est un peu, il y a quelque chose là-dedans qui, pour moi, c'est un roman qui est assez sociologique. Est-ce qu'il y a un chien dans celui-là? Il y a un chien, Stitch, Stitch, qui est un personnage à part entière. Et c'est vraiment un beau personnage que j'aime, qui est inspiré de Kodak, le chien d'un de mes amis, un Border Collie. Ben, on aurait-tu parlé Il est de ça mort. tantôt? Kodak est mort. Il s'est pas suicidé. On ne sait pas ça. Les chiens se suicident pas. On ne sait pas ça. On ne sait pas. Ils peuvent se laisser mourir. Ils doivent pas faire de post Facebook weird avant de faire ça. Là, hey, donc, Robbie Reste, je vous ai mis le lien vers ma librairie pour vous procurer les romans de notre invité. Merci bien, gros. On dit-tu auteur ou écrivain? C'est quoi ta auteur, c'est la fonction. Donc, tu peux être auteur de prospectus, tu peux être auteur de roman. Écrivain, c'est quand tu écris des œuvres d'art. Écrivain. C'est fait, c'est fait. Il l'a fait, mesdames, messieurs. La persévérance. Absolument. Juste accepter le refus, passer par-dessus son ego. L'ego, c'est le pire ennemi de la création. Répéter, travailler. Tu sais de quoi je parle? La musique, exactement. Nico, Persévérance, c'est ça. Un beau modèle pour les jeunes. Checkez ça. Mettez ça dans vos céréales. On n'a pas de boudrage aujourd'hui, donc on va s'en aller vers un petit dernier bout. On salue quand même nos amis qui vivent des moments particuliers. Une malédiction. Ils ont été attaqués par un sort de Farfada. Les choses se passent. On lui souhaite le mieux possible. Une petite dernière, s'il te plaît, mon cher Nico. Je sais qu'il n'y aura pas de bonnes nouvelles. Je sais que ça n'existe plus, les bonnes nouvelles. J'ai plus d'espoir, Bruno. Tu l'as tué. Tu l'as plutôt suicidé. Bruno a suicidé ton espoir. Si je peux être responsable du suicide d'autres personnes. Le suicide des bonnes Je nouvelles. ne serais pas levé pour rien. Je vais pas finir cette phrase-là. Le YouTuber spécialisé en aviation, connu sous le nom de Non-Stop Dan, a publié une vidéo la semaine dernière affirmant que lui et sa partenaire étaient coincés à Singapour à cause du conflit armé en Iran et de la fermeture subséquente des espaces aériens. Singapour, c'est loin en Estie, pareil. Très rapidement, les spectateurs plus futés ont remarqué qu'il n'y avait en effet plus de place dans les avions pour sortir de Singapour dans les sections affaires et première classe. Mais que plusieurs sièges étaient toujours disponibles dans la section Non! Elle pouvait pas aller dans l'économie. Il pouvait pas y aller. Le monde sente. Patinant sur ses révélations, Non-Stop Dan a publié une seconde vidéo expliquant que comme sa chaîne couvre généralement ce type de place dans les avions, il n'aurait pas vraiment menti, à part pour la partie où il disait qu'il était coincé à Singapour. C'est ça. Petit détail. Le petit détail, tu sais, petit détail. Hey, c'est un petit peu moins dramatique tout d'un coup. Hein. Ashley Gillard, une tireuse de tarot sur TikTok, a été condamnée à payer 10 millions de dollars à un professeur qu'elle a faussement accusé d'avoir orchestré les meurtres commis près de l'Université de l'Idaho en 2022. Quoi? Lors de ces séances, elle aurait affirmé que le dit professeur avait entretenu une relation avec l'une des étudiantes assassinées et qu'il aurait orchestré les meurtres de peur que l'affaire devienne publique. Il n'a fallu que 2 heures au jury pour déterminer la compensation méritée de 6,5 millions pour fausses allégations à propos des meurtres et 3,5 millions pour fausses allégations à propos d'une relation inappropriée avec une étudiante.
Gillard qui s'est bien sûr représentée elle-même lors de son procès. Mais elle a 10 millions de dollars. Elle se représente elle-même, mais elle a de quoi payer 10 millions de dollars. Affirme que cette décision est injuste et ridicule et compte aller en appel. Donc, j'imagine qu'elle va pouvoir... Payant le tarot. De niaiserie, that keeps on giving. Ouais, c'est payant le tarot, ça. Ouais. Puis je suis sûr qu'elle va prédire qu'elle va le gagner, son procès. Jusqu'au bout, c'est tout? Non, on va terminer avec... La bonne nouvelle, le champion, le héros de la semaine. Tabarnak. La bonne nouvelle, 70%. La bonne nouvelle, 70%! Quoi pas? Bonne nouvelle! Bonne nouvelle! Bonne nouvelle! Il y a des gens qui eut la bonne nouvelle et pourtant... Je suis sûr que c'est un cadeau empoisonné, ton enfant. Avec la guerre en Iran, hein, tout le monde se le demande. Hein, comment puis-je faire du profit sur la mort de ces personnes? Heureusement, la plateforme de prédiction Polymarket est là. En effet, grâce à Polymarket, vous pouvez maintenant faire des prédictions sur les prochaines attaques en Iran. Malheureusement, pour les plus sanguinaires d'entre nous, hein, la plateforme a retiré l'option de voter pour une attaque nucléaire après que cette dernière ait créé une controverse. Ben ouais, les hosties de woke, là. C'est une bonne nouvelle, Puis ça. il y a un compte, c'est genre Maga My Man, qui est apparu 4 heures avant l'attaque des USA en Iran. Ouais. Ah non, Qui a pété 87 000 $ que l'attaque arrivait d'ici tant. Puis là, ben, c'est arrivé. C'est full insider. Ouais, c'est cinglé. C'est vraiment hot. Ben oui, c'est la liberté. C'est vraiment hot. Tu peux Freedom. bêter sur ce que tu veux. Moi, là, pour vrai, là, bêtez ce que vous voulez. Perdez tout votre argent. Allez vous faire diagnostiquer par l'intelligence artificielle. Sacrément. Ça me semble Et suicidez-vous ensuite. Ben moi, je peux pas encourager le message. les gens à... Je veux déstigmatiser Le suicide. le suicide et le rendre plus attrayant. Tu sais, pas... Tanné de tes dettes. C'est ça. Tu sais, comme le marketing. Le marketing, tu crées pas des besoins, tu crées des désirs. Des solutions. C'est ça. Ouais. Tu sais? Moi, je veux créer le désir, pas le besoin. Non, je comprends. Pas un monstre. Hey. Hey, merci Bruno. Ça nous amène donc à la fin de ce 70%. Je remercie les gens qui nous cotent dans le Patreon pour avoir la version visuelle. Ça va être disponible sinon dans une saison, une fois de même. Un gros merci à Nathan Olivier Morin qui est à la console. Merci à Élise, Éric et Étienne qui travaillent dans les ombres. Bref, vous savez comment ça marche. Nico qui a fait la ride pour venir nous jouer de la musique. Un gros merci à tous nos amis chroniqueurs. Hein, ce soir, on manquait de dames, mais Mike a bien représenté. Et un très gros merci à Bruno Corbin, mesdames, messieurs. Ben, j'ai déjà dit Nico. Et s'il vous plaît, give it up pour notre invité de ce soir, Guillaume Bourque. Je vous mets le lien vers ses écrits. Nico puis blabla, on play out. Là, on va se rejaser. Il reste le set de VJ puis le long métrage. Merci d'être là. Faut s'aimer malgré l'hostie de réalité, malgré l'amour, la marde, puis malgré Bruno, et puis jamais s'arrêter d'apprendre à vivre toute la journée, les yeux ouverts comme des tiroirs au-dessus de l'armoire de tes deux pieds, Je viens de débarquer d'un drôle de trip, j'suis pas mal fucké. J'suis tout mélangé pis j'sais plus trop me garrocher. Mais j'me dis, hostie de calice, grouille-toi le cul qu'on en finisse. Quand ton grabat sort du coma, va-t'en dans le bois ou ben tire-toi. Rêve en couleur pour pas rêver en noir et blanc. J'posais ma fleur dans le cul des torts pour passer le temps. La grande loca vient faire son tour avec du H de Singapour. On parle guitare, on regarde dehors, on fume encore, on fait l'amour. Yeah!
Chris de cheville, 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 m'arrivez pas à Chris de cheville, 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 Quelle esti de belle soirée, mesdames et messieurs. Un gros merci à tout le monde qui a participé à 70%. Je vous rappelle que le visuel du show est disponible en archive aux gens qui cotent dans notre Patreon. J'arrête l'enregistrement. Merci de nous écouter en archive, tiens.